Bonjour, je suis Delphine Simonet, fondatrice du réseau DSR. Bonjour, je suis Yann Jarot. Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens. Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes. Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Lensteiner, communicant, ancien dirigeant des plus grands groupes de communication, passionné de rugby et de rock. Fer de lance du nation branding évoqué par Philippe Kotler, il est aujourd'hui à la tête du cabinet Reputation Age qui accompagne des entreprises, des personnalités et des collectivités dans la construction et la gestion de leur image. Bonjour Philippe. Bonjour. Je présente Yann. Bonjour. Bonjour Yann. Où es-tu né et où as-tu grandi ? Alors, je suis né dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne, et j'ai grandi dans le 17e arrondissement, à Paris. Tu as des frères et sœurs ? Un frère et une sœur, tous les deux scientifiques, sont tous les deux médecins, et comme ils sont tous les deux plus âgés que moi, c'est probablement en les écoutant tous les jours parler de ce qu'ils faisaient que j'ai donc appris l'exact opposé de ce qu'ils sont. Tes parents sont des très grands résistants. C'est des résistants, on va dire, parce que c'est intéressant que tu l'amènes comme ça, parce que j'espère que ce sont des très grands résistants, mais c'est drôle parce que tu vois, ce terme, accoler ce qualificatif de très grand, c'est la première fois à mon âge que je l'entends. Et alors c'est intéressant, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, les résistants n'ont jamais été qualifiés parce qu'ils ne se sont eux-mêmes jamais qualifiés. C'est-à-dire que la résistance est une histoire sans histoire, puisque ce sont des gens qui étaient de la vie banale, qui pour une raison X, Y, Z ont décidé de résister, et qui, une fois la guerre terminée, sont retournés à cette vie normale. Et en fait, seule l'armée, et pour cause, puisque l'armée était organisée, elle a ce qu'on appelle aujourd'hui son service de communication, et donc l'armée a sacralisé des gens, de Tassigny, Leclerc et autres, la 2e DB, tout ce qu'on veut, et il y a que la mort qui a pu sacraliser certains résistants. Mais néanmoins, cette mort ne leur a pas donné pour autant une postérité extraordinaire. C'est-à-dire que n'oublions jamais que ce qu'a fait Brossolette et ce que l'histoire en a retenu est minime. Jean Moulin, sans Daniel Cordier et sans Malraux, je sais pas ce que ça donnerait aujourd'hui. Donc c'est rigolo cette histoire de très grands résistants. Parce que l'histoire ne leur a jamais affublé ce genre de choses, quoi. Tes parents se sont connus après la guerre ? Après la guerre, ils se sont croisés dans un immeuble à Limoges, qui était un immeuble qui s'occupait de restituer les biens aux résistants, aux juifs qui avaient été spoliés, aux enfants de fusillés de la résistance, etc. Et ils se sont croisés dans l'escalier, comme dans un film. Ma mère m'a toujours raconté, mon père s'est retourné, il a couru après, vous faites quoi, etc. Donc elle était très très jeune, elle avait 17-18 ans, et elle assurait le secrétariat d'un des organismes, et puis histoire classique, voilà, tiens, faudrait qu'on se revoie, mais bien sûr, et voilà. Donc ils ont commencé leur vie à Limoges en fait. Non, c'est-à-dire que la résistance avait sorti de Paris ma famille du côté de mon père. Les hasards de la vie avaient bombardé ma mère à Limoges parce qu'en fait, avec ses parents, elle venait de Belgique. Elle a voulu passer la ligne de démarcation. Ils se sont fait planter par les passeurs à Mâcon. Donc, ma mère est une miraculée totale et absolue, puisqu'elle s'est retrouvée en camp d'internement. Et en camp d'internement, les gens de la Croix-Rouge ont fixé ceux qui étaient donc mes grands-parents maternels et leur ont dit votre fille a 15 ans et demi.
et en les regardant droit dans les yeux. Votre fille a 15 ans et demi. Ensuite, donc, ils sont tous passés dans un truc administratif, comment vous appelez, quel est l'âge de vos enfants et tout. Et mes grands-parents ont tout de suite compris qu'il fallait qu'elle ait 15 ans et demi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait au camp de Rivesaltes l'OSE, l'organisme de secours à l'enfance, qui était un truc comment ça s'appelle, de la Croix-Rouge, et qui avait obtenu du gouvernement de Vichy de pouvoir sortir les gens jusqu'à 16 ans. Et ma mère, qui avait plus de 16 ans, bien sûr, ils pichent tout de suite. Et ils disent, ouais, elle a 15 ans et demi. Mais pour ceux qui ont des enfants, comprendre la force de caractère qu'il faut pour que, en quelques minutes, on dise, oui, elle a 15 ans et demi, mais donc ça veut dire qu'on lâche son enfant, qu'on s'en sépare, qu'on ne sait pas de quoi sera fait la vie. Il faut une force de caractère démentielle. Surtout de la perte d'une mère. Démentielle. Donc, bien évidemment, mes grands-parents sont partis en camp de concentration. Et ma mère s'est trouvée placée à droite, à gauche. Elle a travaillé chez un dentiste. Elle a travaillé comme puéricultrice dans un truc, puis bref, elle s'est retrouvée dans la résistance. Alors je dis bien évidemment parce que c'était des choix, je pense, c'était des choix assez évidents, quoi. Voilà. Et tous sont pas rentrés en résistance. Non, mais quand vous êtes comme ça, quand vos parents sont partis, quand vous avez la haine des Allemands, ça aide à faire le choix, je pense. Même si je suis d'accord, le choix est pas simple. Hein. Donc elle était avec des faux papiers, bien évidemment, et donc elle s'est retrouvée à Limoges par les hasards des placements, quoi. Et donc tout ce petit monde en 45 a rapatrié ses guêtres à Paris. Et voilà. Parce que mon père était un poulbeau parisien. Tu gardes de bons souvenirs de ton enfance C'est compliqué, parce que c'est compliqué l'enfance, parce que j'en garde de très très bons souvenirs et c'est compliqué moi mon père est mort, j'avais 14 ans, donc c'est compliqué. Tu grandis quand même et ton père meurt à l'âge où t'en as besoin le plus. Donc c'est compliqué. Alors de 0 à 14, ça se passe pas trop mal, mais ça se passe pas trop mal dans une famille surpolitisée, bien évidemment, en lutte contre tous les impérialismes, quels qu'ils soient. Donc clairement, tes parents se sont battus au nom du communisme. Ouais, voilà. Donc je ne peux pas dire. Sincèrement, je suis ravi de mon enfance, mais ça n'a pas été une enfance légère. Ça n'a pas été une enfance où on expliquait que fallait être porté par les trucs cool, ouais. Parce que la vie, tout avait un sens, tout était conscient. Je me rappelle quand j'étais môme, je voyais les trucs sur le Vietnam dans le salon, les militants des différentes associations qui débarquaient, qui venaient voir mes parents et tout. Ça n'a pas été un truc léger. T'as gardé quand même des liens avec tes amis d'enfance ou Oui, bien évidemment, parce que il y a un truc. Alors, mon père était un fanatique de rugby et j'étais un fanatique de sport dès le début. Et donc j'ai gardé j'ai eu des vies assez en fait j'avais des vies assez confluentes parce que en fait j'aimais trois choses profondément: la politique parce que c'était comme ça, quoi, c'était l'air que je respirais. T'étais voilà. imbibé. Ouais, c'était l'air que je respirais. Donc voilà, le rock, toutes les musiques, parce que ma mère était une dingue de musique. Donc on écoutait toutes les musiques à la maison. Ce qui veut dire que je fais partie des rares personnes qui, elles écoutent de la bossa, elles sont contentes, elles écoutent du rock, elles sont contentes, elles écoutent du jazz, elles sont contentes, elles écoutent de la musique française, elles sont contentes, elles écoutent du classique, elles sont contentes. Moi, j'aime toutes les musiques du moment qu'elles sont bonnes. Et je suis tombé dans le sport. Mais le sport, j'ai appris plus tard à piger un peu pourquoi le sport m'avait mis la main dessus comme ça. C'est parce que le sport, brusquement, quand tu jouais au rugby, tu étais brusquement dans un rectangle plutôt, délimité par des lignes, et pendant 1h30, t'es suspendu dans l'espace. La vie ne peut plus y accéder.
ne peut plus rentrer. Et c'est un endroit de légèreté brusquement qui t'est permis. J'ai un peu compris ça en travaillant sur moi. C'est un endroit de légèreté qui t'est permis. C'est un endroit où la société civile ne rentre pas. C'est un endroit où tu peux faire des guerres pacifistes. C'est un endroit où le romantisme est possible. C'est un endroit où tous les trucs sont possibles, quoi. Et puis c'est un endroit surtout où il y a également le groupe et le collectif. Et donc le sport, c'était une vie vie un peu idéalisée, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai plongé dedans à 100%, quoi. On va en reparler. Où as-tu fait tes études ? Dans le 17e arrondissement, c'est pour ça que je disais que j'étais un môme du 17e. Donc j'ai fait mes études au lycée Carnot jusqu'en seconde. J'étais assez bon, mais extrêmement difficile, quoi. J'étais turbulent parce que toutes les raisons, la recherche d'autorité quand ton père est mort, et puis en même temps le fait d'être très idéologique, donc de trouver que rien ne va, plus la période qu'il faut pas oublier, parce que les jeunes aujourd'hui ont du mal à comprendre qu'on était dans une période où tout était politisé et idéologique. Voilà. Alors aujourd'hui, avec le woke et avec la culture intersectionnelle, je pense que les jeunes commencent à comprendre et commencent à vivre même ce que nous avons vécu. Mais je pense qu'il y a eu une parenthèse d'une bonne 30aine d'années où les choses ont été décrescendo, où les choses ont été de moins en moins idéologiques, de moins en moins politiques, avec vraiment une explosion de cette recherche d'individualisme absolu créée par les réseaux sociaux, et par le fait qu'on est passé de l'individu à la personne. Enfin bon, ça on pourra peut-être en reparler. Et puis là, on sent bien depuis quelques années, venu des États-Unis, il y a un retour absolu de l'idéologique sur les campus, dans les facs, dans tous les mouvements où que ce soit. Et puis qui touche vraiment tout le monde, quoi. Il m'est arrivé un truc la semaine dernière. J'ai une copine que je connais qui vit à l'île de la Réunion et qui a posté sur LinkedIn son appart en disant si vous cherchez un Airbnb, si vous allez à l'île de la Réunion, vous m'appelez. Et elle a collé les photos de son appart. Et moi, qu'est-ce que je fais, bien évidemment ? Je commente le post en disant et en plus l'hôtesse est top. Point d'exclamation. Mon fils m'appelle, il me dit, mais t'es dingue. Je lui dis, quoi, je suis dingue? Il me dit, l'hôtesse est top, tu peux pas écrire ça. Alors je lui dis, mais l'hôtesse est top. Il dit, mais non, mais hôtesse, tu te rends compte, ça veut dire... Et moi je comprends pas, quoi. Je lui dis, mais ça veut dire quoi? Et il me dit, ben l'hôtesse, quoi. C'est la personne qui t'accueille. Oui, mais non. Quand t'as 22 ans, c'est pas la personne qui t'accueille, quoi. Voilà. C'est l'hôtesse, il me dit, ben l'hôtesse, quoi. Je lui dis, donc si j'écris la proprio est top, et voilà, la proprio est top. Alors, à l'agence, je sors de mon bureau, et il y a un open space où il y a des gens qui ont entre 22 et 26 ans. Et je leur dis, bon, attendez les amis, j'ai besoin de vous, là, parce que mon fils me rentre dedans, en m'expliquant que l'hôtesse est top, c'est pas possible. Et il dit, ah oui, l'hôtesse, c'est une escorte, quoi, c'est pas possible. Ah ouais, donc, ah ben oui, on en est là. Et donc, j'ai modifié mon post, LinkedIn, j'ai mis la proprio est top. Dans l'open space à l'agence, ils m'ont dit, c'est cool ce que tu viens de faire, c'est bien, tu as raison. Et mon fils m'a dit, ben voilà. Voilà, donc on revient à des trucs que moi j'ai connus. Les gestes sont idéologiques. Les gestes sont des démarches. La façon dont tu écris, dont tu parles, dont tu te comportes, le rapport homme-femme, c'est des démarches. Mais moi, j'ai connu la naissance des groupes femmes, le manifeste contre l'avortement, etc. quand j'étais au lycée. Donc, je pense qu'ils reviennent à toutes ces choses-là. Tu crois pas qu'il y a une différence de vocabulaire entre générations différentes ? Avec une connotation différente, parce que là, visiblement, ça avait une connotation sexuelle qui n'existait pas, qui est pas dans le Larousse. qui n'était pas dans ta génération. Si, parce que dans ma génération, si dans mon lycée, t'avais vu les groupes femmes, t'aurais compris notre douleur. Où on était quand même dans la cour de récré, quand on discutait, on était en liberté surveillée quand même. Fallait faire gaffe. Bon. Et mais pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision extrêmement
féminine de ce qui est arrivé au mouvement des femmes, et je pense que tu fais pas d'omelette sans casser des œufs, et que même si ça a poussé un peu, on était vraiment, et je suis d'accord avec ça, dans un patriarcat, on était dans un truc, dans les représentations où les femmes étaient assignées à la beauté classique, etc. Moi, j'ai très peu de problèmes avec le féminisme que j'ai connu. J'en vois les conséquences, hein. Ça a été lourd. J'ai vu autour de moi des potes qu'on pris dans c'est pas simple, mais je comprends qu'il fallait ça, quoi. Là, aujourd'hui, il se passe un truc qui est du même ordre, mais qui n'est pas maîtrisé. Et donc, qui est très très dur, quoi. Qui est dur intellectuellement. Mais je pense qu'il n'est pas maîtrisé parce qu'il n'est pas français. C'est-à-dire qu'on est en train de s'appliquer des choses qui viennent des États-Unis, des campus américains, qui viennent d'un pays qui est communautariste, où tu n'as pas de problème à te dire il y a les portoricains, il y a les hispaniques, il y a les juifs, il y a les catholiques, il y a les white anglo-saxon protestants, il y a les lesbiennes, les homosexuels, les straight, donc ceux qui seraient entre guillemets classiques. Il n'y a pas de problème là-bas. Ils n'ont pas le creuset qui fait que tu as un individu unique, indivisible, et que l'on ne va pas déconstruire pour essayer de voir ce qu'il est. Donc nous, notre culture est aux antipodes de ça. Ce qui explique ce clash culturel un peu dur qu'on rencontre un peu partout, et puis qui va bien nous pourrir l'élection présidentielle dans les semaines à venir, là. Donc tu as fait tes études à Paris, Dauphine, normal. Non, alors il y a études-formation. C'est-à-dire, mes études, j'ai fait une maîtrise à Dauphine. À l'époque, ça s'appelait maîtrise. En gestion, en économie appliquée et en psychosociologie des organisations. J'ai un peu cumulé, mais parce que j'adorais ça. J'ai eu aucune douleur aux études en second cycle. C'est-à-dire que plus on vieillissait, plus je trouvais ça passionnant. C'est-à-dire que je suis extrêmement sévère sur l'éducation au lycée, en premier cycle à la fac, où on m'a fait chier avec des conneries dont j'avais rien à foutre. Mais plus c'est devenu proche du monde professionnel, plus c'est devenu appliqué, et plus j'ai trouvé ça exceptionnel. Ensuite, j'ai commencé à bosser, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tous les métiers qui sont les nôtres, les métiers de conseil, en fait, c'est de la sociologie appliquée. Si tu fais pas de socio, tu peux pas piger. Alors ensuite, tu as le droit de faire de la socio de manière docte, ou de faire de la socio à la serpe, genre les cahiers de tendance. Bon, bref. Mais ça fait rien, parce que tout ça, c'est la volonté de comprendre ce qui se passe et ce qui se joue dans les interstices de la société. Donc c'est de la socio, il n'y a pas de problème. Mais moi, je me suis dit, alors là, c'est les restes de mon enfance, je me suis dit, si tu fais de la socio, t'y vas, quoi. Voilà. Et donc, j'ai cherché, et un jour, un pote m'appelle, qui est décédé, hélas, depuis, qui était une puissance intellectuelle, une Formule 1, qui s'appelait Antoine Robiscoul, et qui est une des personnes qui a théorisé l'immatériel en France. Et il m'appelle, il me dit, ça y est, je trouvais ce dont tu as besoin. Et il me dit, Normal Sup fait des cycles pour ceux qui bossent le soir, ou qui sont animés par une philosophe normalienne, Catherine Blondel, et qui faisait des cycles sur comment on dirige, donc réservé aux dirigeants, comment on dirige dans le monde d'aujourd'hui, et comment la philo et la socio peuvent vous aider à diriger. Le premier et donc, master exécutif, quoi. Ouais, ce genre de truc. Et donc, Génial. débarquait, mais attends, moi, j'ai eu Michel Maffezoli, j'ai eu Myriam Revaud-Dallon. Les grands philosophes veulent te filer des cours et t'allais poser tes fesses dans la salle des actes à Normal Sup, quoi. Ce qui était un truc, moi j'ai fait ça 3 ans, c'était le soir, et j'ai adoré, quoi. Et je ne peux qu'encourager les gens à le faire. Alors c'est du sérieux, c'est-à-dire que t'es obligé vraiment faut y aller un peu, faut s'y consacrer, quoi. Mais c'est extraordinaire parce que tout ce que tu apprends est directement applicable dans ton métier.
directement applicable sur ce qu'est qu'une crise, sur ce qu'est l'empathie, sur ce que sont les représentations, et c'est directement applicable. Et bien des fois dans mon métier, j'ai concrètement appliqué ce que les gens qui venaient nous donner des cours nous avaient dit. Wolf est venu, enfin il y a eu c'était un truc incroyable. Et qui, je pense, continue. C'est-à-dire que moi, j'encourage si certains qui m'écoutent ont envie d'y candidater, qu'ils le fassent. C'est vraiment un truc. Moi, ça m'a vraiment changé beaucoup de choses. C'est vraiment un truc top. Qu'est-ce qui a orienté ton choix d'études ? Faire contre, c'est faux. Alors, non, c'est pas ça. Mais, un peu, mais c'est pas ça. Comment dire ? Tu sais, un petit détail par rapport à mon frère et ma sœur, quand un soir, t'as ton frère qui rentre et puis qui dit, il est en internat, et il dit, oh là là, il y avait un professeur qui s'appelait, je vais pas donner son nom parce que vu ce que je vais raconter, mais qui était un immense chef de service à Bichat, qui passait à la télé, qui était une sommité. Et un jour, mon frangin rentre et il dit, oh dis donc, il a perdu la main parce qu'il y a une petite de 24 ans, elle est partie, là, elle le méritait pas, elle aurait pas dû. Et puis alors, il te racontait, il racontait à table les dissections, comment, quand on allait rendre les corps à la famille, il fallait bourrer de papier à l'intérieur les ventres, parce que pour que ça ait une bonne forme et tout. Bon, bref, j'ai dit, allez, ok. Mais c'est même pas, mais c'est pas exactement à cause de ça quand même. J'ai toujours adoré la communication. Je m'en suis rendu compte au lycée Carnot. Je m'occupais de la communication, on n'appelait pas ça comme ça, du ciné-club. Je faisais des affiches au feutre pour annoncer les films. Tu dessines aussi ? On peut pas appeler ça dessiner. On va dire que c'était des cadres. De la même façon, j'avais toujours mon stylo à 4 couleurs et quand je rendais mes dissertations ou des exercices ou n'importe quoi, j'encadrais les paragraphes de couleurs différentes, je les mettais en forme, je mettais en page mes devoirs. Et alors j'avais les profs qui me disaient si vous mettiez un peu moins de temps à vous occuper de ce que vous nous rendez, vous pourriez gagner 1 ou 2 points en plus. Mais moi je m'en foutais, j'adorais rendre ça comme ça. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours quand j'ai milité dans les mouvements de jeunesse politique, je m'occupais de faire les tracts et les affiches. Le fond et la forme, j'ai toujours adoré ça. Et puis ensuite à Dauphine, il nous arrivait des sacrés trucs, quoi. C'est-à-dire que à Dauphine, moi j'ai eu des cours avec un type qui est décédé, hélas, qui s'appelait Georges Chetoshin, qui était le patron de la pratique marketing et qui était incroyable. Christian Blancart, qui était le vice-président d'Hermès et qui était président du secteur international. Christian était celui qui nous filait les cours en TD. Il y avait un type, Yves Sturdzé, décédé d'un cancer, hélas, mais Yves Sturdzé était un type qui a importé la sémiologie et la sémiotique en France. Et donc, on avait des cours, mais c'était génial, quoi. Je sais pas, j'espère que les gens aujourd'hui ont la chance que moi j'ai eu, quoi. À Dauphine. Dauphine était une fac expérimentale. C'était un truc extraordinaire. C'est au feeling, tu sais. Moi, à l'époque, j'entendais parler de Dauphine, la fac américaine en France. C'était la première fac qui était pas tenue par les conventions de l'éducation nationale. Elle avait un statut autonome. La première. Et donc j'ai tenté le coup. Mais en fait, ça a été un rattrapage parce que j'étais parti pour faire une double dominante droit-éco à Nanterre. Parce que je voulais les deux. Je voulais être avocat et je voulais être économiste. Et je fais 10 jours de cours à Nanterre et je me dis, je peux pas rester dans cet endroit. C'est pas possible. Tu peux pas rester. C'est pas fait pour toi. C'était l'enfer. Voilà, je me dis... Et tu sais, il y a un truc, à un moment donné, tu te dis, c'est pour ta peau, quoi. Tu peux pas rester dans cet endroit. Bon, et donc Dauphine n'était pas ce que c'est aujourd'hui, en difficulté pour y rentrer. Donc j'ai fait des pieds, des mains. J'ai tous les gens que je pouvais connaître, les parents des potes et tout, de ma petite amie de l'époque qui était un professeur d'ailleurs. J'ai dit faut m'aider, machin. Bon bref, j'ai réussi à forcer le truc. Je suis rentré vraiment in extremis, quoi, genre à moins quelques heures, quoi. Il se passe quoi alors
après ta formation? Bah, toujours le lien entre mes vies. C'est-à-dire que je joue au rugby au Racing et je joue. À quoi tient la vie? Je fais quelques essais, je fais 2-3 essais dans. Ça va rien vous dire, mais en rugby, ça s'appelle la National B pour que les gens comprennent. C'est l'équipe réserve des gens qui jouent en première division, quoi. Voilà. Et je joue 3 fois et je suis un super bon joueur, mais j'ai pas le niveau pour aller tout en haut. Voilà, je l'ai pas. C'est comme ça. Voilà, je suis un bon amateur, quoi. Je peux pas aller au-dessus. Bon. Et dans ce cas-là, t'as un choix. Le choix, c'est soit t'acceptes de prendre dans la gueule comme c'est pas permis, etc. Mais avec 0 spectateur autour, pas la télé, pas ton nom dans le journal. Et franchement, l'intérêt, quand tu sais que t'iras pas en haut, l'intérêt est un peu mezzo, enfin pour moi, quoi. Et je me suis dit, bon bah attends, plutôt que de rester plutôt de se rester à ces champs-là, descends, quoi. Et je suis allé jouer dans ce qu'on appelait les réserves, quoi. Et il y avait une réserve qui était faite de gens super bons, mais qui avaient décidé que ils y allaient pour la culture du rugby, quoi. Bon. Et donc, il y a dans cette équipe un garçon qui est seconde ligne, qui s'appelle Jean-Pierre Audour. Donc, moi, à l'époque, j'ai 24 ans, 23 ans. Lui, il en a 40. Donc, il est en bout de parcours un peu rugbystique. Et Jean-Pierre est vice-président d'Havas. Voilà. Et donc, non, mais les vies tiennent souvent à peu de choses, quoi. Et donc, je suis à Dauphine, il faut que je fasse un stage. Je fais le stage chez Havas et voilà, quoi. C'est ce que Nicolas Rossignol, qui était notre invité la semaine dernière, nous disait. C'est incroyable. Je sors 6 secondes après ou avant d'un couloir et ma vie est tout autre, quoi. Ouais. Alors maintenant, je crois aussi qu'il y a quand même ceux qui saisissent et ceux qui saisissent pas. Mais alors d'ailleurs, je vous la raconte parce qu'elle est quand même rigolote, parce que ça se fait pas comme ça exactement. Donc ma mère, donc mon père est décédé, je dis à ma mère, faut que je fasse un stage, et ma mère me dit, waouh, moi je connais personne dans la pub, écoute, et des vieux souvenirs du Parti communiste. Elle connaît un garçon qui s'appelle Gosna, qui dirige une boîte, aujourd'hui ça va apparaître à vos auditeurs croquignolais, qui s'appelle l'OPF, l'Office de publicité français. Les budgets de l'OPF. Banque commerciale pour l'Europe du Nord, tourisme en Bulgarie, ville de Moscou, vous m'avez compris, quoi. C'est l'agence de pub du Parti communiste. Et à l'époque, quand t'es agence de pub du Parti communiste, t'as 60 personnes, t'as 80 millions de marge, etc. C'est une boîte, quoi. Pas de souci. Mais t'as pas trop à t'embêter pour les budgets. Et t'as la ville de Saint-Ouen, la ville, bref. Et donc, elle me dit, écoute, en souvenir de ton père, c'est une évidence que tu vas faire ton stage là-bas, y a pas de problème. Donc, elle m'emmène voir Gosna. On rentre dans le bureau, il me dit, qu'est-ce que tu fais, Dauphine, machin, bon. Et il me dit, écoute, c'est pas dur. Voilà, tu vois, bureau d'à côté, tu commences demain matin si t'as envie, c'est pas le sujet. Mais il me dit, si tu commences, tu vas te taper une étoile rouge au front, c'est la catastrophe, tu peux pas faire ça. Alors il dit, tu peux faire, mais moi je te conseillerais pas ça. Et donc il me dit, attends, j'ai un truc pour toi, et tenez-vous bien. Il téléphone à Jean-Pierre Audour, qui est la personne avec qui je joue au rugby tous les dimanches. Sans que je sache qu'ils sont potes. Non, et ni son job, du coup. Si, je savais qu'il était vice-président d'Havas. Mais t'avais pas osé J'avais pas osé l'embêter avec ça. Et là, j'entends, parce qu'il tient le téléphone comme ça, j'entends, mais quel petit con, pourquoi il m'a pas demandé? Voilà. Et donc, il me dit, je crois que tu vas régler ton stage dimanche. Et donc, le dimanche, j'arrive au vestiaire, et Jean-Pierre me dit, mais t'es con, quoi. C'est quoi cette histoire? Enfin, ça va pas. Et je lui dis, ouais, mais tu comprends, je voulais pas t'embêter. Toi, il me dit, mais t'es débile. Bon, et donc, bref, voilà, ça y est. Et voilà. Et t'es lancé. Et je suis lancé, ouais. Avec la chance de débuter dans une agence qui s'appelait Ecom. Ecom était donc une des 3 immenses agences d'Havas, qui était divisée en 3 agences, qui s'appelaient Le Bélier, l'autre s'appelait Ecom, et la 3e s'appelait Havas Conseil. Et ensuite, Ecom et Le Bélier vont fusionner, et puis ça va donner naissance à ce qui aujourd'hui est BETC. Mais c'était ce truc-là à l'époque, et donc j'ai débuté sur le budget de la RATP.
qui à l'époque était le budget le plus branché de Paris, avec un truc qui s'appelait Ticket Chic, Ticket Shop, Bien c'était sûr. la campagne du ticket, voilà. Revenu Et à la donc, mode, là, il y a pas très longtemps. voilà, ils ont même, et donc j'ai eu du bol, quoi. J'ai eu du bol, c'est parce que je me suis retrouvé tout de suite avec les campagnes primées de partout. C'était Gotener, non C'était Gotener, mais c'était surtout un type qui s'appelait Germinal Tenas, qui était un immense producteur radio qui avait fait le tic tac toc, t'as le ticket tic, t'as le ticket choc, ticket choc, t'as le ticket toc, etc. Bon, et on a fait toutes ces campagnes. Et Gotener, je ne suis pas certain que Gotener nous les ait faites. Je crois pas. Non, c'est Germinal Tenas qui avait fait les trucs. Mais c'était vraiment génial, quoi. C'était top. Ensuite, j'avais une chef de groupe, directrice de clientèle, qui s'appelait Dominique Reinhardt. Et Dominique me dit, tu devrais rencontrer un type là, parce que je pars dans une aventure. Tu devrais venir avec moi. Et je rencontre un type qui s'appelle Jean-Pierre Petit, et Jean-Pierre Petit me dit écoute, voilà, il était président d'une agence qui s'appelait la SNIP 4, et la SNIP 4 avait des budgets qui étaient des budgets très mode, Lacoste et autres, les aéroports de Paris, avec ce mannequin sublime Beftot qui jetait son collier par la vitre, etc. Donc c'était très beau truc. Et Jean-Pierre me dit, écoute, on va lancer une agence avec Jean-Claude Boulet et Jean-Pierre Petit, on va mettre nos initiales, moi je suis le P, ce sera BDDP. Alors c'est facile de dire après, mais c'est comme si, tu vois, bon. Et poum, et je me retrouve, donc je dis, moi j'y vais, pas pour lui, en fait j'y vais pour Dominique, et je me trouve à nouveau dans l'immense aventure française, quoi. L'immense aventure française. Et donc on devient ce qui peut-être a été la plus grande réussite publicitaire française, avec une telle fulgurance. Et puis surtout, voilà, et Jean-Marie était tellement fort, quoi. Jean-Marie était tellement fort. Et donc, et là-dessus, poum, on fait Caprice des Dieux, Minimir, les premières campagnes Toyota, les campagnes de la SNCF. Enfin, de toute façon, il y a un moment où tu voulais pas sortir dans le couloir pour aller aux toilettes, parce que tu sortais dans le couloir, qu'est-ce que tu fais? Tiens, viens, poum. Parce qu'il y a un nouveau budget qui venait de rentrer, quoi. Il y a des budgets rentrés de tous les côtés. C'était un truc de dingue. Et donc, je me retrouve à nouveau dans un truc. Et puis, bien évidemment... T'as quoi comme fonction à ce moment-là Je dois être chef de groupe, un truc dans le genre. D'accord. Et puis ensuite... Un peu aux gens, c'est ça. Chef de groupe, tu commences à être un petit peu senior, mais t'es pas autonome. T'as quand même un patron autour de toi qui est un directeur de clientèle ou un directeur de département. Mais par contre, on te laisse faire des trucs, quoi. On te laisse diriger des choses. Par exemple, je dirigeais tous les budgets de Matra et d'Hachette sur les logiciels. J'avais personne. Voilà. Mais faut dire. Mais on faisait tellement de trucs parce qu'il y avait tellement de budgets que nos patrons, de toute façon, on les cherchait. On les trouvait pas, quoi. Ils étaient chez un tel, chez machin, chez truc. C'était, on a fait les vautours de Hertz, l'aventure, pas l'aventure. Enfin, on a fait des films de dingue, quoi. On a fait des trucs de dingue. Et ensuite, je vais chez Younger Rubicam, parce que et là chez Younger Rubicam, un mec change ma vie. C'est Jean-Pierre Villaret. Je le connais pas, je sais même pas qui c'est. Donc avant qu'il monte de Varieux Villaret. Ouais, c'est à cause de moi qu'il va monter de Varieux Villaret. Parce que je suis présente, Jean-Pierre, quand je partirai après chez Saatchi de Young, je trouve, j'aurais passé un moment chez Référence, une petite agence qui était une agence, enfin une petite agence. Ouais, non, on avait 6 budgets, on avait 16 prix avec 6 budgets. Chantal Thomas, Daniel Echter, tout le machin. Et je vois Benoît de Varieux et je bosse avec Benoît à un moment, jusqu'à ce que Didier Colmédage décide de tuer l'agence, parce que sa filiale était plus célèbre que son agence. Donc c'est un peu compliqué. Mais je trouve Benoît extraordinaire, et donc je vais présenter Benoît à Jean-Pierre et ils vont créer de Varieux Villaret ensemble. Et donc chez Young, je rencontre Jean-Pierre, et Jean-Pierre me voit faire mes trucs. Tu sais, j'étais le whisky à l'époque, quoi. C'est-à-dire que rien me résistait, donc je criais dans les couloirs, machin. Enfin, j'étais la caricature. J'avais 27 ans, j'étais la caricature. Et un jour, il me convoque et il me dit, écoute, on avait été chez Ungaro. Non, chez Palmolive. Et j'avais présenté un truc qui était « Laissez-vous vivre à l'ombre de Palmolive ». Et on avait montré un film qui était un mariage grec.
Donc avec une très belle procession dans le village, tu sais, avec les deux qui marchent devant avec les chaperons derrière, un truc de dingue, où tu sens un soleil de plomb et signature, laissez-vous vivre à l'ombre de Palmolive. Il me dit, tu peux passer me voir s'il te plaît? Alors je passe, et là le mec me regarde et il me dit, écoute, t'es doué comme j'ai jamais vu, mais t'es pas fort. Poum. Je lui dis, c'est-à-dire? Il me dit, oh, ben, t'es brillant, là, le film que t'as vendu, là, c'est absolument formidable. Mais tu te rends même pas compte que ce que t'as vendu, c'est du marketing. Et que t'as pas vendu un film, espèce d'idiot. T'as vendu une marque. Mais t'es tellement omnibulé par ta créativité que tu t'en rends pas compte. Et il me dit, ce que t'as vendu, c'est de la protection. Mais t'as pas été capable d'aller plus loin et de dire que l'ombrelle de Palmolive, ça va être de la protection. Tu m'as fait un mariage grec, donc tu vas me borner Palmolive des palmiers et des oliviers, donc on pourrait en faire une marque de la Méditerranée, et on pourrait en faire une marque où on prend les ingrédients comme étant à travers l'huile, à travers le palmier, à travers les olives, à travers les abricots, à travers les amandes. Et ben tu fais une marque avec une equity de protection avec des éléments naturels, et en fait on leur fait un truc marketing. Et il me dit, mais tu sais même pas que ça existe. Parce que, et là il me dit, j'espère pour toi que tu ne vas pas rejoindre le cimetière des gens doués en créativité. Et j'apprendrai plus tard que pour lui, ça veut dire que quand tu vieillis, tu deviens pathétique quand tu fais que de la créativité et que le sujet c'est le marketing, parce que c'est le marketing qui te fout dans les boardrooms et qui te met dans le conseil aux dirigeants, quoi. Et à ce moment-là, donc je suis collé au mur et Jean-Pierre me dit, voilà, écoute-moi bien, mon bureau t'est ouvert tous les soirs. À partir de 18h, mon bureau t'est ouvert. Tu viens et tu me poses toutes les questions que tu veux. Maintenant, tu te débrouilles. Et je sais qu'il m'a choisi comme successeur. Mais je ne le sais pas encore, en fait. C'est-à-dire, je le saurai plus tard. Et donc, pendant 1 an, je vais venir le voir. Je vais lui dire, écoute, j'y arrive pas sur Pernod Ricard, là, sur Café de Paris, qu'est-ce que c'est dur. Il me dit, t'as un problème de produit ou t'as un problème d'image? Il me dit, ta pub, elle est bonne ou elle est pas bonne? Je dis, ma pub, elle pète tous les scores. Et bah, il me dit, donc t'as un problème de produit? Ouais. Bah, il dit, arrête de t'emmerder avec tes campagnes. Règle ton problème de produit. Donc, soit le prix est trop cher, soit l'image du produit n'est pas la bonne, bah, réfléchis à tout ça. Et bref, constamment. Le mec me forme, quoi. Me forme. Et donc, je comprends ce que veut dire t'es doué, mais t'es pas fort. Voilà. Je comprends ce que ça veut dire, voilà. Et un jour, il me dit... Pour quelqu'un élevé dans le fond, c'est un peu oui, étonnant. Mais non, parce que j'étais élevé dans l'idéologie, mais j'étais pas élevé dans le fond du marketing, quoi. Parce que le marketing, je l'ai appris depuis, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Et c'est le métier, quoi. C'est le métier. Tous les métiers, c'est le métier. Parce qu'on trouve son équivalence dans tous les secteurs, quels qu'ils soient, quoi. Et un jour, Jean-Pierre me dit, c'est fait. J'ai plus rien à t'apprendre. J'ai dit, mais t'es dingue. Je sais pas tout. Il me dit, ah bah non, moi non plus. Mais il me dit, je vais t'expliquer ce qui se passe maintenant. Toute la base, tu l'as. Donc maintenant, quel est le sujet? Tu vas te retrouver dans des réunions. Il faut désormais que dans ces réunions, et pour les plus jeunes qui nous écoutent, je veux pas faire le vieux con, mais c'est important. Il me dit, dans les réunions, chope le truc intéressant et essaye d'en tirer, tire-en une ligne. Et dis-toi, ah bah tiens, ce que je viens de vivre, j'ai appris tel truc. Et tu t'en fais une doctrine. Il dit, c'est ça que je fais maintenant. Quand vous me dites tous, ah, il est fort, où est-ce qu'il l'a appris? J'ai pas appris, j'ai écouté. Et puis j'entends, j'ai un patron qui me dit, j'ai vécu ça, ça et ça. Et moi, j'essaye de me dire, ah tiens, il vient de vivre ça, ça veut donc dire, d'accord, que si ça, et j'en tire une ligne. Et il me dit maintenant, t'es plutôt bon là, mais pour être très bon, il va falloir que tu sois capable de faire ça. Et il me dit là, à ce moment-là, bon bah, il t'arrivera plus rien, voilà. Et donc Jean-Pierre va me nommer très jeune directeur général adjoint de Young. Et voilà, donc j'ai eu du bol, quoi. J'ai eu du bol. Ensuite, je vais aller chez Saatchi. Alors, je ne décide pas d'aller chez Saatchi, c'est un truc de fou, ça encore. Ouais, c'est ça, c'est que juste pour que les gens réalisent, ton parcours est donc assez linéaire, mais fulgurant.
Tu te retrouves à 35 ans, à la tête en tant que directeur général ou même président de Saatchi. Alors, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je suis directeur général adjoint chez Young. Et puis, je sais que je vais pas passer au-dessus chez Young pour plein de raisons qui embêteraient les gens qui nous écoutent. T'es un peu jeune. Pas que, puis pas que ça. Il y a c'est une boîte énorme. Il y a des guerres politiques. C'est complicado. Et puis il y a un directeur de création qui veut pas surtout. Donc voilà, c'est tout. Il s'appelle Christian Vince et il veut pas. Il fait de la moto avec un garçon qui s'appelle Étienne Boiron. Il veut qu'Étienne vienne. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Et Jean-Pierre qui a fait venir Christian est pris en otage et il me dit je suis obligé de lui engager son directeur général, mais t'as qu'à rester, t'en fais pas. T'en fais pas, t'as raison. Et donc à ce moment-là, je sais que je vais partir, mais je sais pas. Et un jour, donc une immense amie, Dominique Julien, qui a une caractéristique, c'est qu'on a été ensemble à la fac. D'accord. Et donc ensuite, on va être ensemble dans la pub. Génial. C'est belles histoires. Non. Et donc Dominique un jour me dit viens, on va chez Saatchi. Je lui dis pardon. Elle me dit on va chez Saatchi. En fait, Dominique est engagée comme directrice générale adjointe pour s'occuper de tout le budget Danone. Et en fait, elle veut pas y aller seule parce qu'elle se dit je vais débarquer toute seule, c'est pas possible. Et tenez-vous bien, je suis même pas au courant de rien. Hein. Elle va voir le président Didier Colmédage et elle lui dit je viens qu'avec Philippe. Et l'autre lui dit mais je peux le voir? Non, je négocie pour lui d'abord. Non mais c'est un truc de dingue. Et donc elle dit voilà et donc et Didier lui dit oui mais attends moi j'ai pas de poste pour lui. Bah ça fait rien, il va faire le développement, il va faire le new business. Et puis mais si tu vas bien lui trouver un truc. Elle dit ouais j'ai la moitié de Procter. Ben voilà tu vas lui filer Procter. Et elle vient me voir, elle me dit bon alors t'es vice-président de Saatchi, tu vas t'occuper du développement et de Procter. Je dis mais de quoi tu me parles? Elle me dit si c'est négocié. T'as rendez-vous avec Didier Colmédage pour un petit déjeuner après-demain. Une histoire de dingue. Mais Dominique est une dingue, une douce dingue. Enfin, une dingue au très bon sens du terme. Et donc, je vais prendre un petit déjeuner avec Didier Colmédage et Didier m'accueille en me disant bon, c'est assez créatif cette histoire quand même. Je lui dis c'est cocasse. Je lui dis ouais, mais finalement, comme d'hab, Dominique a de bonnes idées quoi. Et il me dit oui. Alors qu'est-ce que tu penses? Bon, ben moi, je voulais partir quoi de chez Young de toute façon parce que j'étais coincé. Et je lui dis, bah écoute, je pense que c'est intelligent, quoi, c'est intéressant. Et donc, poum, on arrive, Dominique et moi, chez Saatchi. Et là, il va se passer un truc, c'est que Didier Colmédage a la volonté de faire une agence entre guillemets très française, non pas qu'elle ne gérait pas des budgets internationaux, mais très française dans son contrôle. Et les Américains et les Anglais décident qu'ils sont chez eux, quoi, et qu'ils veulent plus ça. Et donc les Anglais un jour décident de virer Didier, ils me convoquent et ils me disent c'est passé une rapidité complètement dingue, mais c'est normal que ce soit une rapidité dingue parce que ça ne peut pas être autrement quoi. Et ils me disent bon ben voilà, on a décidé de sortir Didier et il se trouve que moi j'étais en charge des rapports internationaux. Donc tu leur parles tout le temps en fait. Je leur parlais tout le temps. Et puis je parlais anglais, ce qui à l'époque était quand même... Et ils me disent, donc voilà, on va te donner la boîte. Mais il faut que tu l'acceptes tout de suite. C'est un truc de fou, quoi. Bon, et c'était un peu compliqué, mais humainement, parce que vous croisez les gens dans le couloir après. Mais bon, bref, j'avais 38 ans, enfin, ou 37 ans, je sais plus. Et bah vous dites pas non sur un tel truc quoi. Il y a avec un truc de dingue, c'est qu'en même temps, comme j'en avais marre de cette boîte parce que j'étais contre cette idée de ne pas. J'étais contre cette idée d'avoir cet îlot français quoi dans un. De pas embrasser l'international. Bah oui, donc moi j'étais en train de partir chez Havas où Alain Kézac me donnait une agence en fait. Avec les deux créatifs, avec mes deux directeurs de création, Hervé Chadna et Richard Clavry, on devait créer Euro-RSCG, Lenschener, Clavry, Chadna, Lenschener. Et nos contrats étaient prêts d'être signés, quoi. C'est un truc de fou. Et donc, les mêmes jours, on nous convoque en nous disant, ben voilà, vous prenez la boîte et tout. Ce qui fait que les gens d'Havas ne me l'ont jamais pardonné. Mais bon, ça, parce qu'ils ont cru que j'avais fait monter des enchères et tout, alors que ça n'avait aucun rapport. Mais bon, bref. C'est vraiment très, 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 très mal me connaître. Et donc, me voilà, président de Saatchi, super jeune.
Super Ouais, jeune. oui. Donc, ce que personne n'a su, c'est que je tremblais tous les jours. Je me disais, on va pas y arriver. Et puis, en même temps, j'ai une chance, c'est que Mercedes Serra était parti chez Havas pour créer donc avec Eric Tonkong BETC. Tous les gens, et je peux le comprendre, chez Saatchi étaient fidèles à Mercedes et donc sont partis. Je peux comprendre tout ça. Mais du coup, moi, je me suis retrouvé avec un management walkout, c'était la catastrophe. Et du coup, les Anglais me disent, débrouille-toi. Et là, il va se passer un truc magique. J'appelle mes potes. C'est exact, c'est génial. C'était ma question suivante. C'était, du coup, est-ce que tu fais avec l'interne ou est-ce que Non, j'appelle. non, C'est que l'interne me refuse sa confiance. L'interne me méprise, me prenne pour un traître, une ordure, et se barre. Pensant que tu t'as poussé dehors. Exactement. Alors que s'ils savaient, mon Dieu. Mais bon, bref. Et donc, aujourd'hui, ils savent. Mais bon. Et donc, ils se barrent. Les 2 directeurs généraux adjoints se barrent. Bon, ma copine Dominique Julien est partie déjà parce qu'elle pensait que jamais cette agence évoluerait, et donc elle était partie chez TBWA. Et donc là, il va se passer un miracle, c'est que on va faire la pépinière de la pub, quoi. Xavier Delsart, futur créateur de V et président de Young, va venir comme directeur général. Anne-Marie Gauthier, future patronne de Bailly, patronne d'Intermarché, patronne des Galeries Lafayette, vient comme directrice générale. David Jobin, futur créateur de Royalties après et d'Interbrand en France, vient comme patron du planning stratégique. Xavier Royot ensuite va venir comme directeur commercial, puis directeur général. Il est aujourd'hui vice-président de Danone. On fait la pépinière du marketing français et de la pub. Une bande de jeunes gens et de jeunes femmes dingues, brillantissimes, et surtout, Kevin Roberts prend avec la Love Mark Saatchi au niveau mondial, et Kevin arrive avec une idéologie d'entreprise. Si j'avais eu à créer ma boîte, moi, je l'aurais fait sur ces fondements-là. Et donc, quand vous êtes dans une boîte où vous avez de la puissance et vous êtes en osmose idéologiquement avec la boîte, c'est un truc exceptionnel, quoi. Vous êtes sur une fusée, quoi. Et donc, il nous demandait Resist the Usual, Be Maverick, Never Give Up. Enfin, c'était des trucs incroyables. La Love Mark était une pensée très sophistiquée que peu de gens ont compris en pensant que c'est juste de l'émotionnel, alors que aucun rapport de ça. C'est une des premières agences à vraiment investir dans l'art. Et dans le beau, quoi. Ouais. Et vraiment, on a fait un truc. Et là, on est devenu pendant quelques années invincible, quoi. Invincible. Et dans l'eau, quelles sont les campagnes sur lesquelles tu as préféré travailler Alors, ça a été le début de mon divorce avec le marché. C'est que on a commencé à faire une île parce que très vite, la créativité à la con qui faisait des prix nous semblait pathétique. On a tout de même été très très primés, mais sur des choses qui étaient denses, très denses. On a fait une campagne pour Ariel qui a eu tous les prix en faisant un parallèle entre la maltraitance des vêtements et la maltraitance de l'enfance. On a fait des campagnes pour Mouette et Chandon que Bernard Arnault a mis dans son bureau sur son mur, qui s'appelait De la nature à l'œuvre, qui était d'une beauté absolue. On a fait avec Jean-Baptiste Mondino une campagne exceptionnelle pour les 50 ans de l'ère du temps de Nina Ricci, où on a fait faire la première photo à Audrey Marnet. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pour Noroto des campagnes absolument sublimes. On a fait la première campagne corporate et institutionnelle de Carrefour, où on expliquait consommer, c'est construire sa vie, parce qu'on disait, dans tout acte de vie, de création, il y a avant un acte de consommation. Puisque pour écrire un livre, faut acheter soit l'ordinateur, soit le blog sur lequel tu vas écrire ce que tu vas faire, etc. Bon, bref, il y a vraiment eu des trucs, il y a eu des choses sublimes, quoi, vraiment, mais qui étaient belles, qui étaient denses, qui durent encore. 20 ans après, moi j'ai ouvert un magazine l'été dernier et j'ai vu
je l'ai encore vu il y a 3 semaines. Cette femme sublime allongée sur un tronc d'arbre dans sa robe de dentelle pour Lolita Lempicka. Mais c'est une campagne qu'on a faite à l'époque, quoi. Donc vraiment, on a eu le premier lion de Head and Shoulders pour Procter. On a fait des trucs top. On a fait des campagnes pour Ferrero qui étaient très belles. Enfin, on a vraiment fait des trucs. On a vraiment fait des choses sublimes. Et puis, Saatchi a été racheté par Publicis. Et là. Voilà quoi. Maurice Lévy me demande de venir diriger les activités de Publicis en France. Donc culturellement, c'est un choc terrible. Tout est à l'opposé de Saatchi et de moi. La version risque. Alors quand je dis la version risque, on n'est pas payé pour faire prendre des risques aux boîtes, qu'on se comprenne bien, mais la version au fait de tenter des coups, enfin bon, deux cultures. Et d'ailleurs aujourd'hui, où est Saatchi, pour la petite histoire. Bon. Et donc voilà. Est-ce que c'est à ce moment-là où tu n'as jamais arrêté le fait de faire de t'engager politiquement, en tout cas faire de l'accompagnement en fait, c'est d'agir dans la vie de la cité au travers de... Ouais, j'ai très vite arrêté l'engagement militant, politique. C'est-à-dire que j'étais le Benjamin du comité directeur du Parti socialiste dans les années 80. Donc j'étais avec Pierre Jox, avec Michel Rocard, avec tous ces gens-là, quoi, Pierre Mauroy, dont j'étais le petit chouchou. Et puis j'ai plus cru à ça au début des années 90. Donc j'en suis sorti, mais j'aimais les gens qui étaient, et donc j'ai continué d'aider tous ces gens-là. Et donc, mais je les ai aidés personnellement. D'accord, donc c'était vraiment en parallèle de tes fonctions professionnelles, ouais, c'est-à-dire que j'ai appliqué mon métier pour ces gens-là. Donc quand Laurent Fabius a eu les carottes râpées, tous les vendredis matins, on a pris un petit déjeuner pour l'aider à revenir, quoi. Puis il est quand même salement revenu. François Bayrou, quand il a appelé à voter, à ne pas voter Nicolas Sarkozy. Il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, on m'a dit qu'il fallait que je vous voie. Alors je lui ai dit, je veux bien, mais je suis un peu de gauche. Et il m'a dit, si vous savez, monsieur, si vous saviez comme je suis plus à gauche que la personne que vous soutenez, que vous avez soutenue à l'élection présidentielle. Et Arnaud de Montebourg qui était aussi. Ségolène Royal. Alors Arnaud, c'est venu après. Donc j'ai aidé François Bayrou et je suis un peu les causes difficiles, moi. Et puis j'ai eu une immense histoire d'amitié avec Arnaud Montebourg. Quand il était très jeune, j'ai pensé qu'il était l'avenir de la politique française, parce qu'il avait de l'éthique, parce qu'il avait une pensée, et parce qu'il avait vraiment un truc en rupture, quoi. C'est-à-dire qu'il a tout inventé à l'époque. La 6e République, il l'a inventé, les primaires, il les a inventés, le fait de vouloir reconstruire une industrie française, il l'a inventé. Le problème, c'est qu'il est resté scotché à ça. Donc ça crée un problème aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'en est pas un. Et donc, on va avoir un long compagnonnage. On définit la marque France avant qu'il soit au gouvernement. Il rentre au gouvernement. J'étais président de McCann à l'époque. Donc 2 jours avant d'être ministre, il vient m'annoncer qu'il est ministre. Il vient dîner à l'agence et on définit ce qui va être son ministère. D'ailleurs, j'ai gardé la feuille. C'est très intéressant. Alors lui appellera ça le Made in France. Moi j'ai appelé ça la marque France. Mais lui était fasciné par la capacité à produire. Et moi je pense que le sujet est plus large que la capacité à produire. Je pense que les valeurs qui nous portent, qui portent la France, le fait que ce soit un pays, c'est pas dur. Pour être brillant et pour faire de la valeur ajoutée, il faut être en forme, il faut être éduqué, il faut avoir du temps. Être en forme, c'est le système social français et c'est le droit à la santé pour tous. Savoir écrire, c'est l'éducation, et être en forme, c'est les 35 heures parce qu'on se repose, quoi. Et donc en fait, c'est le système social français qui fait qu'on peut faire de la valeur ajoutée. De la même façon, à l'époque, je pense que si LVMH existe, c'est parce que il y a eu Versailles, quoi. C'est-à-dire que le premier immense cluster du luxe,
c'est Versailles. C'est l'endroit où durant 2 siècles, au 15e, au 16e, vont se retrouver les plus grands drapiers, les plus grands parquetiers, les plus grands verriers, les passementiers, les jardiniers, les cuisiniers, les marbriers. Tous les métiers d'art vont se retrouver là. Et c'est le premier cluster. C'est la Californie par rapport au digital. C'est le premier cluster du luxe, grâce à la puissance publique. C'est-à-dire que Colbert, c'est d'ailleurs si ça s'appelle le comité Colbert, c'est intelligent. Comme nom. Et donc, je pense, moi, qu'il y a une logique française qui nous pousse à la valeur ajoutée et que la France est un multiplicateur de valeur. Et quand il me dit on va faire une mission Made in France, je lui dis mais tu te la fais tout seul. Parce que la mission Made in France avec le ministère de l'Industrie, ça va être l'enfer. Il y a encore un article qui est sorti dans le Figaro hier à ce sujet. Ah d'accord, je vais le regarder, ça m'intéresse. Et donc, il me dit mais qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit mais on va faire la marque France. Et il me dit non, je m'en fous, c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que c'est tout le système qui est autour, quoi. Alors que le Made in France, c'est notre capacité à produire ici. La marque France, c'est notre capacité à imaginer, à concevoir, à penser. Je pense par exemple que le droit fait partie de la marque France. C'est-à-dire que quand un immeuble s'écroule au Bangladesh, hélas, autour de ces femmes qui étaient en train de coudre, c'est le droit qui s'effondre en même temps que l'immeuble s'effondre. En France, il ne se serait pas effondré. Par exemple, dans le rapport pour la marque France, c'était François Imray, l'ambassadeur à Copenhague, qui m'avait donné cette idée. Il m'avait dit, il faut que la France invente les droits de l'homme. Les droits de l'homme économiques. Et donc, en fait, il y a une traçabilité droits de l'homme qui est très facile à faire. Puisque comme grâce au code barre, tu peux faire une traçabilité carbone, tu peux faire une traçabilité droits de l'homme aussi, parce que c'est très facile. Parce qu'en fait, il faut juste ne pas circonvenir aux règles de l'OMC, un certain nombre de trucs. Donc c'est facile. Et donc tu peux dire tel produit, il est traçabilité droits de l'homme ou pas. Et donc ça, il y a que la France qui peut porter ces choses-là. Donc la marque France, c'était un truc extraordinaire. Et le problème, c'est pas que c'est le problème, c'est que finalement c'est la condition de l'existence de la marque France. C'est là où c'est paradoxal et terrible. C'est que nous ne sommes pas un pays anglo-saxon. Donc, on ne sait pas mettre en œuvre le nation branding. Et donc, c'est resté un livre, un rapport. Certains l'ont mis en œuvre quand même, mais nous, tout ce qu'on sait faire, c'est Choose France, quoi, qui est un truc à la con là que fait Business France. Ça me donne envie de pleurer. Et on sait pas faire Great comme la Grande-Bretagne, Incredible India comme les Indiens. Le Pérou qui marie hier et aujourd'hui avec l'ingéniosité des architectes qui ont été capables de faire les pyramides Inca, Nazca, avec aujourd'hui leur capacité du coup à pouvoir faire du digital et à être l'Israël de la startup nation de l'Amérique latine, quoi. Donc voilà, nous on sait pas faire ça parce que bon voilà quoi. Déjà parce que pour les gens c'est vulgaire. Est-ce que tu as... Pardon, oui, Yann, tu veux... Non, mais effectivement, il y a, en France, il y a un côté honteux. Il y a un côté honteux, le marketing est impossible. D'ailleurs, il y a qu'à voir quand les gens pensent faire du marketing territorial, et ils font les trucs qui moi m'hérissent les cheveux, So machin, So Toulouse, I love machin, enfin et ils disent ouais c'est génial, on a fait du marketing territorial, Only Lyon. Donc la marque France est ton deuxième livre. Non, la marque France c'est mon troisième. Le premier ça a été La Nouvelle Renaissance, qui était en fait le sens du récit, et où j'explique en 2004 que le pays a le choix entre la barbarie ou un avenir brillant. Que dans ce cas-là, ça passe par ce que j'appelle dans le livre l'intellectuel, les intellectuels créatifs de masse. C'est-à-dire que j'ai vu que les métiers des culturels créatifs en France, à l'époque, j'avais fait un recensement, ça représentait grosso modo 200 000 personnes. Et que si ces 200 000 personnes décidaient ensemble de promouvoir le beau, de promouvoir la culture et de promouvoir l'éthique, tu changeais le pays. Parce que ces 200 000 personnes, c'est les architectes, c'est les écrivains, c'est les producteurs radio, télé, cinéma, c'est les professions du signe, c'est les designers, etc. C'est tous les gens qui produisent de la prise de position dans l'espace public. Et donc j'écris à l'époque que l'élitisme de masse
peut nous sauver si on se met en branle. J'écris ça en 2004. 17 ans plus tard, cette thèse a été battue en brèche et c'est la barbarie culturelle qui est à nos portes, quoi. Voilà. Bon, donc ça, c'est le premier. Le second, qui sincèrement est le meilleur. Et j'assume aujourd'hui, à mon âge, j'en ai rien à foutre de dire que c'est une merveille. C'est l'Odyssée du prix. Bah justement, on a des questions à te poser dessus. Tu l'as écrit en 2007, donc. Ouais. Et en 2008, en parallèle de tes fonctions de président de Publicis, tu intègres une commission du ministère de l'économie et des finances destinée à étudier les mécanismes pour faire baisser les prix. Ouais. Est-ce que c'est juste précisément ce livre qui a déclenché la mise en place de cette commission ? Non, c'est Christine Lagarde et Christine Lagarde, Thierry Breton et je ne sais qui était le troisième, qui dans une discussion dit sous Sarko, faut faire baisser les prix dans ce pays. C'est pas possible parce que c'était, et donc ils ont réuni une commission. Oui, avec celui qui était élu qui a été directeur des RH de L'Oréal, qui était élu dans l'Est, là, à Reims, là. Je sais plus comment il s'appelait, qui était député, maire, secrétaire d'État. Bon, ça me reviendra. Et donc, tous les trois, ils ont monté cette commission. Et l'idée, c'était d'essayer de trouver tous les moyens par lesquels on pouvait faire baisser les prix dans ce pays. Et donc, on avait trouvé des soldes flottantes, on avait trouvé des jours de soldes laissés à l'appréciation des gens. C'est Philippe Moati et Valérie Expert, un tandem assez improbable, qui avait fait ce truc-là, qui avait dirigé la commission. Et vous étiez nombreux dedans ? Pardon ? Vous étiez nombreux dans le... Beaucoup, on était très nombreux, ce qui était difficile. Ensuite, j'en ai tenu, quand j'ai pris la présidence de la mission Marque France, on était 5. Parce que c'était pas possible. Là, on était au moins 14. On était 14 dans ce truc-là, c'était impossible. Et par contre, nous, on était 5, mais on a interviewé 23 personnes autour. On a fait travailler des gens. Mais au moins, la commission, c'était 5 personnes, plus un rapporteur. Donc en fait, on était 6, quoi. Donc le livre n'a pas déclenché l'idée de la commission. Par contre, c'est le livre qui a fait que j'ai été dans cette commission. Et quelles en ont été les conclusions ? Les soldes flottantes, ça a été le truc principal qui est sorti. C'est-à-dire le fait qu'on arrête d'avoir des soldes au même jour partout en France et que l'on puisse donner des soldes flottantes, c'est-à-dire que des gens puissent à un moment donné baisser les prix, déstocker, etc. Mais toutes ces stratégies ont été rendues caduques par l'arrivée du digital, qui a fait que les soldes flottantes, quand t'as du digital, tu m'as compris, quoi. Ça devient difficile. Et voilà, et on avait un certain nombre d'autres. On avait demandé des baisses de TVA sur un certain nombre de domaines qu'on avait étudiés, en voyant là où c'était faisable et où les mécanismes des hausses ou des baisses de prix pouvaient faire que l'État ne prenait pas trop dans sa compétitivité prix. Et donc on avait trouvé 2-3 trucs qui étaient intéressants. Mais ça n'a pas été un truc qui a changé la face du monde. Est-ce qu'il y a des personnes ou des entreprises que tu refuses de conseiller ? Ouais. Alors les personnes, moi j'ai toujours dit que toute personne qui était républicaine et pas extrémiste ne me posait aucun problème. Mais là, on m'a demandé de conseiller un candidat sur lequel ça n'a pas été possible. Je me suis dit que c'est pas possible, quoi. Donc je l'ai pas fait. Des sociétés, c'est compliqué les sociétés, parce que je pense que si on est extrêmement exigeant, je voudrais pas dire de bêtises. Un jour, je discute avec Elisabeth Badinter sur le toit de Publicis. On discute 1 heure. 1 heure. Et au bout de la discussion, elle en vient à me dire la jeunesse aujourd'hui, blabla, c'est compliqué quand même, etc., etc. Et je lui dis, Elisabeth, on est un peu responsable quand même, hein. Elle me regarde, elle me dit pourquoi? Je lui dis, Elisabeth, on a chez Publicis, on a Levi's, on a Coca-Cola. Je continue. Je lui dis, pour l'image des femmes, on a fait Dim. Bon.
Et alors là, elle me dit oui, mais non, mais c'est Maurice, ça c'est pas moi, et tout, etc. Bon, bref, mais je peux comprendre. Elisabeth Badinter, qui est de par sa famille actionnaire. Oui, qui était présidente, qui est première actionnaire et surtout qui était présidente du conseil de surveillance de Publicis. C'est pour ça que c'est Maurice, c'est pas moi, m'avait paru un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Et donc tout ça pour dire que si on était vraiment éthique, je ne sais pas si on peut faire ce métier totalement. Parce qu'on va toujours trouver un truc impossible, l'huile de palme chez un chocolatier, etc. Donc, alors par contre, il peut bien sûr avoir des sociétés où c'est vraiment impossible, quoi. Parce que c'est pas possible. Moi, je me suis toujours dit que, par exemple, faudrait pas que le hasard de la vie me mette ITT devant moi, parce que je sais qu'ils avaient financé le putsch contre Pinochet au Chili, et qu'il y a quand même eu des gens qui se sont fait égorger dans des stades, quoi. Donc ça aurait été un peu compliqué, mais c'est une question, c'est très facile d'y répondre pour les êtres humains. Pour les sociétés, c'est compliqué parce que je pense qu'il faut qu'on accepte que le métier que nous faisons porte sa contradiction en lui-même. Pour revenir sur la commission qui visiblement a été un éléphant qui a accouché d'une petite souris. Ah ouais. Ouais. Vous étiez 23, dont Enrico Letta. Pardon, la commission Renaissance du MEDEF. Non. Laquelle? Non, Enrico Letta, il était dans la commission de naissance du MEDEF à laquelle je participais. Ouais. Elle a accouché d'un bouquin génial qui s'appelle Renaissance, où il y a 20 idées pour que l'économie compétitive post-Covid se porte bien. Et moi, j'encourage tous les gens à lire ce bouquin. Et top. Vraiment, c'était un travail. Geoffroy Roux de Bézieux est un mec étonnant. On a l'image du MEDEF... Antoine Seyer, Gattaz, une image du MEDEF un peu compliquée, quoi. Geoffroy Roux de Bézieux est un type... Surtout connaissant la tienne au niveau politique. Ouais, et ben justement. Mais justement. Mais Geoffroy Roux de Bézieux est un type... Bon, alors, sachant qu'aujourd'hui, très sincèrement, ça devient... voilà, on serait étonné des 20 ans, le cœur à gauche. Ah non, c'est pas ça, c'est qu'on peut même plus dire le cœur ou pas à gauche, à droite, parce que je ne sais plus, la gauche, je ne sais plus ce que c'est. Enfin bon, bref, je pense que les recompositions se font maintenant sur d'autres choses, qui fait qu'on a des compagnonnages étonnants. Et celui de Geoffroy Roux de Bézieux est étonnant, parce que donc Geoffroy Roux de Bézieux m'a demandé de venir dans cette commission. Et donc c'était des propositions pour sortir du Covid, en fait. Ouais, c'est comment l'économie peut-elle se comporter en tirant les leçons du Covid. Et donc c'est une commission dans laquelle il y a présidée par Enrico Letta, dans laquelle il y avait Julia de Funès, Philippe de Sertine, Nicolas Bauzou, Monique Cantos-Perber, donc moi-même. Donc il y avait des philosophes, des économistes, un publicitaire, parce que on me pardonne à cause de ma spécificité de mon parcours. Je suis le publicitaire fréquentable pour ces gens-là. Mais donc, du coup, ça a vraiment donné des choses vraiment étonnantes, quoi. Et moi, j'encourage tout le monde à lire ce bouquin. Il est top. Et Geoffroy Roux de Bézieux, donc, est un mec étonnant, quoi. Geoffroy Roux de Bézieux, finalement, le dialogue social en France, ça tient par Laurent Berger et lui. Aussi drôle que ça puisse paraître, voilà. Si ces deux-là cessent de se parler, tout s'écroule. Et aujourd'hui, tout a tenu parce que ces deux-là se sont parlé. Lorsqu'il est arrivé, Geoffroy Roux de Bézieux, au MEDEF, tout de suite, il a voulu monter une commission pour la réindustrialisation de la France. Parce qu'il a senti que notre souveraineté économique était en train de partir. Donc Montebourg avait pu être juste. Oui. Arnaud a été juste historiquement. Le rôle historique d'Arnaud est incontestable. C'est son rôle actuel qui pose plus problème, mais le rôle historique d'Arnaud est incontestable. Et il a eu à peu près raison sur tout, quoi. Donc historiquement, il a porté les sujets des années 2010, sans aucun doute, quoi. Il y avait une proposition dans cet ouvrage. Est-ce que tu pourrais plus ou moins nous les résumer? Alors les vins, ça va être compliqué, mais il y a
Il y a, sous l'impulsion de Julia de Funès, il y a des choses très intéressantes sur la bienveillance, le respect au travail. Il y a bien évidemment la nécessité. Mais quand je dis bien évidemment, c'est pas par c'est pas par panurgisme, c'est que c'est là traité très intelligemment. Il y a des propositions très concrètes pour le renouveau écologique de l'industrie française. Et en expliquant par quoi ça peut passer. Il y a la reconnaissance de la marque France comme élément fondamental de fierté de l'économie française et de ligne éthique pour l'économie française. Il y a un immense travail qui est fait sur l'éducation et sur le fait de savoir comment, par exemple, des choses telles que l'apprentissage peuvent nourrir l'industrie française. Parce que vous savez qu'en Allemagne, par exemple, vous avez, imaginez ça en France, hein, vous avez des commissions tripartites où vous avez la région, les industriels et l'école. Les trois se mettent autour de la table et définissent les règles et les contours de l'apprentissage pour l'année à venir. Et donc, ça veut dire que vous avez des apprentis qui viennent être formés à l'école et dans l'industrie en fonction des besoins réels d'une économie. En France, cette histoire est impensable, quoi. Donc il y a des choses comme ça. Il nous manque des médecins, il nous manque des infirmières, il nous manque un certain nombre de trucs. Ouais. Donc c'est le bouquin est vraiment bien. Alors Geoffroy Roux de Bézieux dit, c'était de ma responsabilité de pousser tout le monde pour qu'on ait 20 propositions innovantes. Et il dit, certaines des propositions, je ne les soutiens pas, car idéologiquement, je ne suis pas d'accord avec elles. Mais il dit, c'est ma fierté qu'elles soient présentées. Ce type est étonnant, hein. Il est vraiment, il est étonnant. Voltaire, quoi, c'est ça? Un peu. Je me battrais le voltairisme. Je suis pas d'accord. Mais... Ouais. Donc c'était vraiment bien ce truc-là. Sinon, que ce soit pour tes livres ou durant ta collaboration au comité, tu as participé à des conférences comme TEDx ou BOMA, organisées par Michel Lévy-Provençal. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Comment nous nous sommes rencontrés? Par hasard. On s'est rencontrés en 2011, je crois, à Strasbourg, où je viens faire une conférence sur le prix. Et lui, à l'époque, sort de son truc qui s'appelait Les Observeurs, je crois, ou Les Observateurs, je sais plus, chez France 24. Et on dîne ensemble, c'était une grande tablée, hein, c'était tous les gens de la conférence, on était 20, on dîne ensemble, et puis moi je trouve que ce qu'il dit c'est intelligent, et voilà, et c'était sympa, quoi. Et donc voilà, on fait connaissance. Ensuite, je fais la marque France, et puis je vois que il fait un TEDx sur la façon dont grosso modo, je caricature, hein, mais dont la France peut inventer des nouvelles voies. Et donc je l'appelle, je lui dis je peux passer. Il me dit ouais. Donc je passe chez lui, je lui dis écoute, la marque France fait partie du truc, c'est pas possible autrement. Il me dit bah oui t'as raison. Et donc on discute. Il me dit mais attends, est-ce que ça peut faire un TEDx? Je lui dis bah je sais pas, je vais te raconter. Et donc je lui raconte ce que moi je pense. Donc lui est très il a une conscience absolue de ce qui peut faire une bonne présentation ou pas. Et donc il m'aide à élaguer ce qui est intéressant, pas intéressant, machin, etc. Et donc ça a donné le TEDx au Châtelet, où on présente devant 3000 personnes quand même, mais c'était top, c'était vachement bien. Et puis il se trouve que chez Reputation Age, on a fait un gros travail qui est la base du consulting que nous faisons sur deux sujets qui sont la vérité et la confiance. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des vérités intérieures dans leur entreprise ou en tant qu'être humain, mais si ces vérités intérieures sont en contradiction avec les vérités de l'opinion, comment vous faites? Bon, et nous on a un travail pour, en corps à corps avec l'opinion, réussir à faire que votre vérité puisse être entendue. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on est dans une société où la défiance est le trait majeur du débat public. Et donc, le débat, c'est comment est-ce qu'on amène les gens à avoir confiance en vous. Alors, beaucoup de gens disent oui, mais la confiance, on va pas la quémander, on vous fait confiance ou on vous fait pas confiance. C'est assez vrai. Mais c'est un peu faux également. C'est-à-dire qu'on peut monitorer la confiance et on peut accélérer le fait que les gens aient confiance en vous.
C'est ce que nous appelons chez Reputation Edge un état de preuve permanent. Ça demande un certain nombre de choses. Donc c'est la base de mon dernier bouquin, Réputation, où je pense qu'on a quitté le monde de l'image pour rentrer dans le monde de la réputation. Et donc Michel donc a été intéressé par ce truc-là. Et il m'a appelé un jour. Il me dit je fais un BOMA sur la vérité. Est-ce que ça t'intéresse de venir présenter ton truc? Et comme si j'allais dire non. Donc j'ai dit mais bien sûr. C'était pendant le Covid aussi. C'était pendant le Covid, ouais. Mais Michel est vraiment, Michel est un type. Le mot qu'il définit, c'est avant-garde. C'est-à-dire que Michel est toujours en avance. Michel sent tout à fait ce qui fait évoluer les sociétés, évoluer les organisations, évoluer également la façon dont les idées se présentent. C'est ainsi que il arrête TED parce qu'il pense que le débat n'est plus temps d'offrir le spectacle d'un monde qui se transforme, que de plutôt mettre les gens ensemble parce qu'ils peuvent être eux des agents de la transformation. Des acteurs, oui. Voilà. Et en fait, il voit que dans les interstices de la société, les choses s'inventent et que on peut en tirer des leçons pour aider les immenses entreprises à se comporter de cette façon agile. C'est-à-dire que si je caricature, le compte nickel a été inventé en dehors de la BNP. Lui, il dit, avec BOMA, je vais apprendre à la BNP, c'est moi qui parle, c'est pas lui, hein. Je vais apprendre à la BNP à faire nickel. Voilà. Et donc, plutôt que de continuer TEDx sur le spectacle du monde qui se transforme, il pense qu'on peut plus se permettre d'être spectateur, il faut être acteur. Et donc, il dit, on va faire BOMA pour bosser autour des conditions dans lesquelles on peut transformer le monde. Et quand il m'a expliqué ça, je trouvais ça top. Quoi. Ça m'étonne pas. Donc, avant-garde, c'est le mot qui caractérise ce garçon. On sent petit à petit en fait ton éloignement de la société consumériste, en tout cas du produit grande consommation vers l'humain, vers un retour profond aux valeurs dans le métier de la communication. Mais la pub est morte. Quand je dis la pub est morte, qu'on se comprenne. On va rentrer à la maison ce soir, on va mettre la télé et il y aura de sublimes films de pub. Mais d'abord, il y aura quelques sublimes films de pub. Et quelques films de pub. Alors qu'avant, il y avait beaucoup de films de pub. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrat sur lequel était basée la publicité, donc le contrat publicitaire, c'était une histoire que la marque commençait, que le consommateur continuait. C'était un jeu qui était basé sur la confiance et qui était donc basé sur la séduction. Et où le consommateur inconsciemment acceptait d'être persuadé par la marque. On se rend bien compte que ce contrat aujourd'hui a volé en éclats. Parce que premièrement, je ne veux pas que tu me séduises, pour qui tu me prends. Deuxièmement, je veux pas te faire confiance. Et puis troisièmement, je suis pas une cible, que c'est que ce bordel. Parce que tu crois que parce que tu vas me faire un film sympa, etc. Si ce n'est pour certaines catégories où tu acceptes consciemment de laisser une partie de toi, parce que la valeur du produit est telle qu'on peut le faire. Exemple, les voitures. Parce que la voiture, ça continue d'être quand même pour certains un symbole. Bah ouais, parce que certains refuseront de rouler français, d'autres refuseront de rouler asiatique, d'autres refuseront de rouler allemand, parce que on peut monter, on peut descendre, ça dit encore un truc de toi, la voiture. Tesla est bien placé là maintenant. Voilà, et donc dans ce cas-là, oui, à la publicité. De la même façon, les parfums, principalement les femmes, bien évidemment, le parfum dit un truc d'elles et elles acceptent encore, Dieu merci, d'avoir une part d'échappée salvatrice dans ce monde qui est quand même très dur. Donc, il est des domaines où encore le contrat publicitaire marche, mais il y en a très très peu. Qui plus est, les marchés sont désormais sans frontières. Ça veut donc dire que avec 4 clusters, on peut faire le monde. Donc ça veut dire qu'une campagne se fait à Pékin, l'autre se fait en Amérique latine, la troisième se fait à Paris, au mieux à Paris, généralement à Londres, et pourquoi pas à Prague. Et donc ça veut dire que, moi je l'ai vécu chez McCann, hein. Si tu n'es pas un centre, qu'est-ce que tu fais? Et je vais même aller plus loin. Quand tu es un centre, mais quel est ton avenir et quel est ton quotidien?
casser la gueule des pays pour qu'ils sortent pas de la ligne, leur interdire de faire de la créativité locale parce qu'il faut que tu tiennes la centralisation de ton produit. Donc t'es un flic. Putain, c'est un super perspective. Très cool. Donc c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors on va me dire, ouais, mais il y a Buzzman, ouais, mais il y a Fred et Farid. Bah, encore heureux, bien sûr. Bien sûr. Donc ils font de la résistance, il n'y a pas de problème. Il y a quelques endroits où ça va encore se passer. Mais ces quelques endroits vont avoir des budgets de moins en moins rémunérateurs. Ils auront de moins en moins de temps pour créer, etc., etc. Donc c'est un métier. Alors attention, je parle avec beaucoup de respect de ce métier. Je l'ai fait pendant des années, je l'ai tellement aimé. Donc il n'y a pas de problème, mais la créativité est ailleurs aujourd'hui. Tu penses que c'est remplacé par l'influence ou Je pense que c'est remplacé par deux choses. D'abord, c'est un podcast, donc les auditeurs ne me voient pas, mais je tiens dans la main, là, en vous le montrant, un iPhone. Cet iPhone, ça s'écrit donc I avec iPhone. I, c'est pour Inform, Instruct, Inspire, Individual. Donc avec ce I, tu as toute la créativité, tout le programme d'Apple. Ça veut dire que la plus haute créativité désormais, le plus haut niveau de créativité, c'est dans les actifs des produits. C'est de travailler le marketing des produits. Ça, c'est extraordinaire parce que ce truc-là aurait dû normalement s'appeler e-phone. E-phone. Electronic phone. Parce que c'est objectivement un electronic phone. Moi, j'ai lancé chez Saatchi les e-services de Hewlett-Packard, les electronic services de Hewlett-Packard. Mais la magie de Steve Jobs, il fait I. Bon. Donc, le dessiner des produits, dessiner un marketing mix, c'est le truc le plus intelligent. Ensuite, qu'est-ce qui est brillant sur Danone? De faire le 30e film taille fine dont t'as rien à foutre et que ton petit frère ou ta petite sœur peut faire. Parce que c'est ça la vérité. Avec un téléphone portable. Ou ce qui est brillant, c'est de dire, c'est la santé. Demain, l'alimentation sera notre première médecine. Les gens s'automédiqueront à travers ce qu'ils mangent. Donc tu définis la lexicologie de la marque. Et c'est là où nous sommes vraiment très très sérieux et on est dans le cadre vraiment de notre métier. La communication est devenue aujourd'hui une pratique de l'espace public. Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons aujourd'hui, si ça se trouve, des gens parlent d'une marque et cette marque n'est même pas au courant. Restons sur Danone, si ça se trouve en ce moment, quelqu'un dit « Oh là là, et taille fine c'est de la merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et puis Danette, c'est bourré de crème, donc ils disent « Santé, quelle catastrophe !» Quel bonheur! La castagne se fait sur la lexicologie de Danone. Quel bonheur. Ça va lui permettre donc de dire, premièrement, merci, vous êtes des vigies, et vous agissez comme des vigies. Deuxièmement, allons-y doucement, je vous ai pas demandé de manger 3 danettes par jour. Hein. Qu'est-ce que vous plaisantez ou quoi? Ensuite, vous vous trompez. Voilà, le lait, il est de ci, il est de ça, nanana. Donc en fait, je me rends compte que je devais mieux vous expliquer. Mais comprenez-moi bien, comme on a instauré une culture de marque et une lexicologie, ça veut dire qu'à l'heure où la communication est une pratique de l'espace public et où grâce aux réseaux sociaux, votre marque peut se retrouver n'importe où, seules des croyances, les actifs tels que nous venons de les définir, et seule la maîtrise d'une lexicologie peut vous permettre de naviguer dans ce monde. Donc, mon métier aujourd'hui, c'est d'aider les gens avec qui je travaille à naviguer dans ce monde. Donc, ils viennent me voir en me disant « il faudrait faire une action d'influence de ci, de ça ». Je leur dis « mais je ne sais pas faire ça. » Moi, je suis insécurisé si je n'ai pas défini votre marque d'abord. Ah, mais la marque que vous nous ramenez en 1980. Non. Parce que c'est toujours une marque, mais les composants sont différents désormais. C'est-à-dire que si Netflix veut être le best entertainment fan, si Amazon a décidé de ne pas mettre de limite entre vous et l'avoir, si Danone a décidé de s'occuper de la santé des gens et de la planète, vous voulez faire quoi? Oh, ben on l'a déjà... Non, pas. Danone dit demain l'alimentation sera notre premier métier, les gens s'automédiqueront à travers ce qu'ils mangent, c'est pourquoi nous ne vendons pas des médicaments mais des alicaments, et c'est pourquoi il faut qu'on soit toujours abordable et qu'on ait bon goût. En 4 phrases, je vous ai fait la Bible, 600 pages de Danone, c'est en 4 phrases. Donc, vous, c'est quoi? On va l'écrire ensemble. Parce qu'une fois qu'on l'aura écrit, il ne peut plus rien vous arriver dans l'espace public.
Donc on définit ça avec les marques. Et puis ensuite, dans l'espace public, il faut faire des stratégies. Vous voyez, on a eu le bonheur d'accompagner Amber Capital dans sa prise de risque face au groupe Lagardère. On a fait une vraie stratégie. Quand ils sont venus nous voir, ils nous ont dit bon, on vous met dans un sale coup parce que vous savez, personne n'a jamais réussi à ébranler ce truc-là dans Paris. De toute façon, tout le monde a peur des représailles, donc personne ne parlera de nous. Sinon, comment as-tu rencontré tes associés Pierre Vallet et Charles-Henri Dauvigny? C'est un ami commun à nous tous qui nous a dit voilà, vous êtes tous les trois en errance. L'un parce qu'il s'ennuie dans son digital en étant tout seul, l'autre parce qu'il est dans une boîte de l'autre parce que c'est un spécialiste des opinions, des publics et des comment ça s'appelle et du corporate, mais il est dans une mais dans son aventure professionnelle, on préfère vendre une question de plus dans un sondage que de faire des trucs. Et puis toi, tu crois plus à la pub, mais par contre tu crois aux marques, en fait moi je ne crois plus à mon industrie, mais je crois à mon métier. Ce qui est un petit peu différent. Et donc, il nous présente tous les trois, et il nous dit, il faut que vous vous rencontriez, quoi. Faut que vous rencontriez. Alors, ça paraît dingue, hein. À nouveau, moi, c'est les hasards. Hein. Bon. Et donc, on se rencontre tous les trois, puis on se rend compte, effectivement, que, on a tous les trois envie de faire un truc neuf, mais en étant chacun sur notre colonne vertébrale, quoi. Et donc, on va le faire, et voilà, et on a créé Reputation Edge. Sinon, comment as-tu vécu le confinement ? Je n'ai pas eu le temps de le voir. Alors d'abord, je fais attention aux mots que je vais prononcer parce que avec l'éducation que j'ai eue, j'étais prêt, moi. Tu étais ? Prêt. Ouais. Parce que j'ai toujours eu, tu sais, les Slaves sont plus poétiques, plus politiques, plus tragiques. Et je suis un slave. Et moi, inconsciemment, j'ai toujours été prêt à ce qu'il arrive un truc tough, quoi. Donc moi, je n'ai pas eu de problème. C'était atroce. Enfin, atroce. C'était pas la guerre, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, avec mon éducation, mon truc, j'étais prêt, j'ai relativisé. Je pense que c'est au Liban qu'il y a les vrais problèmes, tu vois. Voilà. Nous, mon Dieu, dans notre histoire, quand on se retournera sur nous, on se sera dit, bon, on est resté 1 an... un peu dans le dur, quoi, et on a été confinés, quoi, 3 mois, 4 mois? Franchement, mais va dire aux Libanais, ils ont été confinés 4, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc moi, j'étais prêt. Et il se trouve qu'ensuite, on a fait Amber contre Lagardère, et donc, on travaillait du réveil au coucher. Et on bossait avec la presse, on bossait avec les relais d'opinion, on bossait avec les relais économiques, du début à la fin. Je n'ai pas vu professionnellement passer ce confinement. Et le jour où, et d'ailleurs, quand on a tous fini, on s'était tous dit, on se souviendra d'un truc, nous, quand on nous dira où étiez-vous pendant le confinement, on était sur l'affaire Lagardère. Ouais. Voilà. Voilà, fallait péter la commandite. Voilà. Donc voilà, c'est... Donc tu es membre du conseil d'administration du Racing 92, après en avoir assuré la présidence pendant de nombreuses années. Nous savons que tu ne rates absolument aucun match. Quand je peux. Quand tu peux. Est-ce que c'est une passion que tu partages avec tes proches ? Ouais, c'est une passion. J'ai beaucoup d'amis dans le rugby. J'ai un de mes 2 fils qui est un dingo de rugby. De père en fils, alors. Hein. Ouais. 3e génération. Voilà, mais c'est un sport que je trouve sublime, qui a tout, qui a des valeurs, qui est ancré, qui a le respect des traditions. Alors il est à la croisée des chemins parce qu'il est dans le professionnalisme, donc le spectacle le guette et on verra bien où ça tombera. Hein. Mais c'est sublime, c'est un sport sublime. Sinon, quelle relation entretiens-tu avec les joueurs ? Ça dépend parce qu'il y en a avec lesquels c'est les hasards de vie toujours, quoi, parce que d'abord je ne suis pas assez proche d'eux pour être en fait c'est toujours la même chose sur un groupe de 30 personnes, t'en as 1 ou 2 avec lesquels ça accroche,
C'est toujours la même chose. Donc moi, quoi qu'il arrive, je vais vous raconter un truc, c'est que quoi qu'il arrive, je suis quelqu'un. On dit il faut jamais assouvir ses fantasmes. Moi, celui qui pour moi est mon idole totale est un Néo-Zélandais qui s'appelle Daniel Carter. Dan Carter est venu jouer au Racing. On a eu une relation assez proche. Il est venu dîner à la maison. Je suis venu chez lui. Et moi, j'ai donc échangé. J'ai son maillot signé sur mon mur. Moi, quoi qu'il arrive en matière de rugby, c'est comme les gens qui auront connu Pelé, Zidane, Jean-Claude Killy, si c'était des dingues de ski. Je sais pas qui, Marie-Jo Pérec, pour une dingue d'athlée. Voilà. Moi, j'aurais connu Dan Carter. Mais Dan Carter, ça a été pour moi le meilleur joueur de rugby que de mémoire d'homme j'ai pu voir jouer. Mais c'était pas que ça. C'est-à-dire que moi, je pense que les immenses sportifs ne peuvent pas être idiots. Ouais. Ne peuvent pas être idiots. C'est-à-dire que je pense que les immenses sportifs sont stratégiques. Dan, c'est un truc de dingue. Dan a une vision, une intelligence des systèmes, des organisations. C'est un stratège hors pair. Et d'ailleurs, il va faire désormais une carrière de consultant en management extraordinaire. C'est-à-dire que les mecs à Oxford lui ont déjà collé une practice, un certain nombre d'entreprises le font intervenir, et c'est très intéressant parce que Dan n'a pas voulu faire, ne fait pas un truc à la noix du genre comme on est tous ensemble, soyons cohérents, la cohésion, machin. Lui, c'est the art of winning. C'est-à-dire, il dit, d'abord, il reprend cette phrase que Kevin Roberts avait, qui est une phrase de Vince Lombardi, un des plus grands coachs de l'histoire du foot américain. Et donc, Vince Lombardi dit "Winning is an habit, because losing is an habit too." Voilà. Et donc Dan voit dans tous les cursus. Et c'est très intéressant dans une entreprise. Un jour, il dîne à la maison et je lui dis, pendant 20 minutes, on avait subi comme c'était pas permis. Et on est passé près de la catastrophe. Et je lui dis, bon, dis donc, pendant 20 minutes, on n'a pas été bon, hein. Et il me regarde et il me dit, mais pourquoi veux-tu être bon tout un match? C'est impossible. Il me dit, on joue pas contre des tocards. Donc pourquoi veux-tu être bon tout le temps? Et là, il me dit, le débat n'est pas là. Le débat est de savoir que tu es dominé. Et il dit à ce moment-là, le débat est qu'on soit tous les 15 dominés ensemble. Et à ce moment-là, on s'affole pas, on se met en mode défense. Et on défend. Et il dit, savoir que tu défends te libère l'esprit et tu défends 10 fois mieux. Parce que ton problème n'est pas d'attaquer ou de dominer, ton débat est de défendre. Donc il dit, on défend. Il dit, sauf qu'à un moment donné, ça suffit. Et il dit, dans le body language, tu dois montrer que ça suffit. Donc à un moment donné, quand les autres se sont échinés et qui commencent à douter, là, à ce moment-là, tu remets tes épaules. Et là, à ce moment-là, tu reviens. Et il me dit, c'est dans ces moments-là, je suis navré, je vais être un peu technique, mais il dit, c'est dans ces moments-là que je tapais les drops et que je mettais 3 points. Parce qu'il dit, là, les mecs ont essayé, n'ont pas réussi. Et tu claques un drop et tu leur mets 3 points dans la gueule. Il dit, là, c'est terrible pour eux. C'est terrible. Et donc voilà, Dan, par exemple, et quand il est arrivé au Racing, il a dit je voudrais un leadership group. C'est-à-dire qu'il a dit il peut pas y avoir les entraîneurs et les joueurs. Il dit il faut un SAS entre les deux. Et le SAS, c'est le leadership group. Et il a sorti 5 personnes qui étaient leaders. Pensons à ça pour les entreprises. Hein. Et il a sorti 5 leaders. Et il a dit aux 5 leaders c'est sur vous que ça tient. Mais dans le sport, il y a des trucs extraordinaires. Alors, pas les choses classiques à la con, sur la cohésion, les machins, enfin qui sont pas à la con, mais qui sont classiques, on a besoin de personne, quoi. Par exemple, je me rappelle de Claude Onesta, que vous connaissez peut-être, qui était l'entraîneur de l'équipe de France de handball, qui a donc été la meilleure équipe, peut-être tous avec les All Blacks en rugby. Double champion olympique, champion du monde, voilà. Et donc lui, il dit voilà. J'ai inventé en équipe de France un argot. C'est-à-dire que
Il dit, on m'a dit qu'il fallait choisir un style. Et il dit, moi j'ai assumé. Il dit, j'avais au milieu les frères Karabatic, des monstres, costauds. Donc il dit, j'avais des Croates au milieu, avec la solidité des pays de l'Est. Il dit, j'avais à droite Luca Ballo, un Antillais virevoltant. C'est l'école espagnole, il joue en Espagne. Donc j'avais, voilà. Donc il dit, j'avais du solide et j'avais un virevoltant. Il dit, à gauche, j'avais Grégory Anctil, un Français, dingo, totalement dingue, comme les Français peuvent être dingues. Et il cite comme ça son truc. Et il dit, on m'a dit qu'il fallait que je choisisse. Moi, j'ai assumé de ne pas choisir. Je les ai mis ensemble en disant, vous êtes un patchwork culturel. Je leur ai demandé chacun de jouer sur ses points forts et de respecter sa culture. Par contre, nous avons inventé une langue, comme il y a l'argot au lycée, comme il y a eu ensuite le verlan. Ils ont inventé leur langue de handball pour pouvoir jouer ensemble. Mais quand des mecs vous disent ça, et donc lui, il dit, c'est pas grave qu'il y ait plusieurs cultures, il faut juste que les cultures soient cohérentes à l'endroit où elles sont sur le terrain, de façon à ce qu'on ait la force de toutes les cultures. C'est génial. C'est génial. Donc, parfois dans le sport, on trouve des trucs étonnants, mais qui sont des trucs qui ensuite sont transposables partout, hein, dans le biz, dans la vie. Mais je pense qu'on doit trouver ça également peut-être dans la musique. Je pense qu'un chef d'orchestre viendrait nous parler, on en tirerait la même quintessence, quoi. C'est juste que le chef d'orchestre n'a pas accès aux médias mainstream, alors que le sportif a accès aux médias mainstream. Ouais. Sinon, est-ce que tu participes au troisième mi-temps ? J'en ai fait, puis j'ai terminé en vrac. Mais ensuite, quand tu es marié, que tu as des enfants, tu ne fais plus les troisième mi-temps. Et puis quand tu ne joues plus, tu ne fais plus les troisième mi-temps de la même façon non plus. Non. Bon, est-ce que tu as quand même des anecdotes amusantes à nous raconter à ce sujet ou Non, parce que c'est comme les francs-maçons qui ne racontent pas ce qui se passe en loge. Tu ne peux pas raconter ce qui se passe en troisième mi-temps. Et dans le vestiaire, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Sinon, on parlait du confinement tout à l'heure. Comment est-ce que tu as maintenu le lien avec les joueurs ? Ah, mais je n'ai pas ce niveau de proximité qui fasse que de toute façon ça a été un problème. C'est-à-dire que je fais partie d'un conseil d'administration, je conseille Jackie Lorenzetti surtout sur des aspects quand il me le demande, hein, sur des aspects de communication, de marketing, mais je n'ai pas de rôle face aux joueurs. Donc ça veut dire que moi, de toute façon, alors d'abord on s'est plus vu parce que tout simplement t'avais pas le droit de les approcher. C'est des gens qui ont pris 53 tests, 53 tests pendant cette période. C'est-à-dire qu'ils se faisaient triturer le nez. Ils se faisaient triturer le nez tous les 3 jours quand il y avait des matchs. Donc tu ne pouvais pas les approcher de toute façon. Alors si, tiens, il y a quand même voilà, tiens, un truc que je peux vous raconter. Bien évidemment, les matchs étaient à huis clos, mais c'est là où t'es un sale enfant gâté, quoi. On a eu la chance de pouvoir être à peu près 80 à voir ces matchs à chaque fois. Et là, c'est un truc de dingue, t'es à l'arena et tu vois le match comme si dans ton salon, il y avait 30 personnes qui jouaient. Et notamment, il se passe un truc qui est impossible autrement. C'est-à-dire que tu entends tout ce que les gens se disent. Et notamment, il y a un truc qui m'a, à mon âge, avec la pratique que j'ai, qui m'a sauté au visage comme jamais ça m'avait sauté au visage, c'est le rôle d'un leader et d'un capitaine. Parce que là, brusquement, tu entends. Quand ça va bien ou quand ça va pas, tu vois qu'il y a de la personnalité qui en a moins, parce qu'on peut pas dire qu'il n'en a pas. Parce que va te prendre un mec de 115 kilos dans la tronche, lancer, etc. Il y a que des mecs qui ont de la personnalité. Hein. Mais ensuite, il y a le leadership, c'est autre chose. Ouais. Et là, tu vois que, je citerai pas de nom, mais notamment un joueur dont les gens se disaient, et dans le journal, tu lisais, il est peut-être moins doué que les autres, il a moins de talent naturel que les autres, il est moins beau à regarder que les autres. Mais c'est un leader de dingue. Et qui fait que, quand tu fais une équipe, tu le prends lui, et t'en mets 14 autour. Et là, tu comprends pourquoi. Tu comprends pourquoi. Parce que tu comprends pourquoi quand il vient te voir et qu'il te dit on ne lâche pas, dans ses yeux, tu ne peux pas lâcher. Tu ne peux pas.
Voilà. Et donc j'ai vu ce qu'était le leadership, j'ai vu ce qu'était la solidarité, j'ai vu les mots. Et donc c'était une période extraordinaire parce que tu entends ce que tu ne peux pas entendre autrement. Parce qu'il y a le bruit de la foule. Tu peux pas. Je vous mets au défi d'aller voir un match, quel qu'il soit, et d'entendre les joueurs parler sur le terrain. Vous ne le pouvez pas. Point. Et tout comme j'ai vu un truc étonnant également, c'est les entraîneurs, les coachs sur le bord des terrains, la façon dont ils parlent, la façon dont ils s'adressent ou pas aux joueurs, la façon dont certains les infantilisent en leur disant tu prends cette pénalité, tu ne la prends pas, tu tapes. D'autres qui disent le jeu appartient aux joueurs. C'est le début maintenant. Moi, avant le coup d'envoi, je me suis occupé de vous. Maintenant, vous vous débrouillez. Donc sur le leadership, j'ai vu des choses étonnantes. Donc on en apprend tous les jours. Oh bah oui, bah c'est la définition de ce que Jean-Pierre Villaret m'avait dit, puisque il m'avait dit maintenant, ce sera à toi de tirer les leçons, etc. Sinon, tu as participé à la création du journal du golf avec Frédéric Schmitt, Oui. ancien professionnel de golf. Oui. Est-ce que c'est un sport que tu pratiques ? C'est un sport que je pratique. Marie-Odile Amaury, la propriétaire patronne du groupe Amaury, donc de l'équipe France Football, ASO, etc., m'a tranquillisé un jour en me disant tant que t'es pas à la retraite, tu seras un tocard au golf. Et elle m'a dit Pourquoi t'as combien de handicap J'ai 22 depuis 22 ans. Et voilà. Et donc quand t'as pas le temps, voilà, il faut jouer 3 fois par semaine. Tu joues dans quel club ? Au Racing. Au Racing. Ouais, oui. J'ai pas choisi. Et tu as gardé des liens avec Frédéric Schmitt ? On se croise de temps en temps quand il vient à la Boulie, mais c'est très rare. C'est devenu rare. Mais on était une bonne bande là encore. C'était très sympa. Et on l'a vendu et on l'a donc cédé au groupe Amaury et à l'équipe. Ton père était déjà fan du Racing ? Du tout. Mon père avait joué au lycée, en scolaire, au lycée Charlemagne. Et je me rappelle que on regardait les matchs du FC Lourdes à la télévision. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Lourdes était la grande équipe française. Mais mon père aimait plus le rugby qu'une équipe. Mais c'était une génération qui avait pas le loisir d'être fanatique. Fallait bosser, fallait assurer la vie de sa famille, il fallait reconstruire la France après la guerre, etc. Même si je suis né bien longtemps après, mais il y avait toujours cette culture, quoi, et tout. Et donc, et puis souvenez-vous, à la télévision, il y avait 3 chaînes, il y avait combien de matchs de télévisés. Enfin, les gens ont du mal à. Non, le vrai médium, c'était la radio. C'était la radio, vraiment, avec Roger Coudert. Moi, je me rappelle de Roger Coudert. C'était rigolo. Mais c'était une époque culturellement, quand j'entends les politiques parler des classes populaires, machin, ils ne savent pas qu'ils sortent une phrase qui est un cliché, parce que quand j'étais petit, mais vraiment petit, il y avait les ouvriers qui avaient une culture, il y avait les guinguettes au bord de la Marne, ils s'habillaient le dimanche, il y avait la gouaille d'Arletty, de Jean Gabin, de Jules Berry. C'était un truc homogène culturellement. On n'aime pas, etc. Mais c'était quelque chose. Et je cherchais l'autre jour l'équivalent de ça aujourd'hui. Et un des problèmes qu'on a, je crois, c'est que la culture populaire, des classes populaires, je ne sais plus ce que c'est. C'est quoi ? La classe ouvrière, ça n'existe plus. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des usines, hein, mais il y a une uniformité culturelle, il y a donc c'est un drôle de truc. C'est un drôle de truc. Tu parlais des guinguettes. T'es un très grand fan de musique, de tout style différent. Tout style. Tu joues d'un instrument ? Je joue de la guitare et je me suis mis il y a quelques années au piano.
Le piano, j'ai commencé trop tard pour bien en jouer un jour. Mais j'en joue assez pour chanter des chansons et m'accompagner. Tu as joué dans un groupe? Oui, quand j'étais gamin, je jouais dans un groupe et de temps en temps, je jouais quand je pouvais. Et puis là, c'est un truc de jeune, quoi, les groupes. Et sinon, mis à part la musique, le golf, ton métier, est-ce que tu as d'autres passions? Ouais, j'aime les essais. Les essais, pas ceux qu'on marque au rugby. Enfin, je les aime aussi. Mais j'aime lire les essais. Et la vie pendant l'année te donne pas la possibilité de vraiment assez lire parce que tu rentres, il y a les mômes, tout. Enfin, c'est compliqué. Hein. Faut une disponibilité d'esprit. Par contre, en vacances, je m'en achète 15 et je me les cogne au bord de la piscine. Quoi. Quel est celui qui t'a le plus marqué? Dans ma vie? Oui. Oh, Martin Eden. Ouais. Martin Eden m'a découpé en deux. En fait, il y a un truc très étonnant, c'est que on a été élevé avec l'idée, pas fausse, hein, que le 19e et que les auteurs classiques français étaient le sommet et que l'art du roman, comme l'a dit Kundera, était un art européen. Et c'est vrai que faut avoir lu dans sa vie La Chartreuse de Parme et puis Illusion perdue pour voir ce que Balzac et Stendhal peut être. Au-delà des trucs à la télé, l'Assommoir de Zola est un truc absolument exceptionnel. Et puis, j'ai lu Le Choix de Sophie de William Styron. Les livres de Jack London m'ont ouvert en deux, et puis tu te dis brusquement, t'as une culpabilité, quoi. Tu te dis, mais merde, c'est les ricains, on peut pas trouver ça bien, puisqu'on nous a expliqué que l'art du roman était européen. Et que Kundera, il nous a dit que comme les Américains ont été modernes tout de suite et n'ont jamais été classiques, ils peuvent pas écrire de chef-d'œuvre. Et donc on se prend ça dans la tête quand on vieillit. Et puis un jour tu te dis, mais merde, quoi, Le Monde selon Garp, c'est absolument extraordinaire. Tu vois que Steinbeck c'est génial, tu vois des trucs étonnants et tu sais plus, quoi. Donc et si j'avais le temps, j'écrirais un des 20 livres que je dois écrire et que je n'écrirai jamais, mais sur les représentations. Voilà, parce que quand tu es en France, le fondamental et la culture doit être française. Et on a réussi à se construire une forteresse extraordinaire là-dessus. Zemmour a bien tort là-dessus de penser qu'on est en déshérence là-dessus. On s'est construit une forteresse extraordinaire qui est absolument contradictoire avec Descartes qui disait je pense donc je suis, parce que la phrase entière de Descartes c'est je pense donc je suis de ma forteresse intérieure, parce que c'était la religion qui était sa forteresse, donc il fallait s'ouvrir. Mais on s'est construit un truc où la culture est française et européenne, quoi. Et moi, quand tu me demandes quel est le bouquin qui m'a le plus plu, Martin Eden m'a le plus plu. Et c'est ricain, quoi. Et puis derrière, quand je lis des livres de Stefan Zweig, je me dis, mais comment c'est possible? Moi, je me suis vu arrêter de lire un bouquin de Zweig en me disant, mais comment on peut écrire comme ça? Comment on peut écrire comme ça? Comment on peut écrire comme ça? Alors que j'ai adoré La Chartreuse de Parme, alors que j'ai adoré le Père Goriot, mais je ne me suis pas arrêté en me disant comment peut-on écrire comme ça, même si c'est sublime, hein. Même si c'est sublime. Donc le joueur d'échecs. Oui, bien sûr. Ouais. Et les bios de Zweig sont à tomber par terre. 24 heures de la vie d'une femme. Les bios sont extraordinaires. Les bios sont dingues. Les bios celle de Fouché tombée par terre. Les bios sont dingues. Donc je crois qu'il est sain j'allais dire une bêtise, il est sain de ne croire à rien, mais non, c'est idiot. Mais on se comprend. Il faut remettre en cause les choses, quoi. Voilà. Est-ce que tu as une routine de vie? Alors, je comprends pas la question, excuse-moi. Quelque chose que tu fais tous les jours. Non, mais si je vous le dis, on me prend pour un dingue, moi. Parce que quand vous me voyez dans un couloir, vous voyez mes mains qui peuvent partir à droite ou à gauche. En fait, je cadre la porte et je fais une passe de rugby. Mais si on le sait, on me prend pour un fou. On me prend pour un fou. Donc, je préfère... C'est un tic.
Enfin, c'est un. Oui, parle d'une routine. Non, on était plutôt sur te lever tous les matins 5h30 pour. Ah non, j'ai pas de routine. Pour aller courir ou méditer. Ah, pardon, non. Non, j'ai la seule routine de vie que j'ai, et c'est là où j'ai peut-être tort, mais c'est comme ça, et puis on se refait pas, et puis c'est comme ça. Voilà. Je suis entre guillemets un peu sacrificiel de moi pour ma famille, c'est-à-dire ma routine, ça va être est-ce que les gens qui m'entourent, je peux faire un truc pour eux, est-ce que j'ai fait assez pour eux, voilà. Donc ça, en même temps que je vous dis ça, je me dis que c'est pas terrible. On pourrait peut-être plus penser à soi qu'aux autres, mais je suis sur le penchant altruiste de la montagne. Alors justement, si tu as un penchant altruisme, est-ce que tu soutiens des associations ? Oh pas qu'un peu. Enfin, c'est pas que j'en soutiens, c'est que quand j'étais chez Saatchi, tu vois, j'ai toujours eu ce dont tu me parlais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai toujours eu conscience que on faisait un métier un peu border, mais qui en même temps était tellement extraordinaire parce qu'il était aux confins de tout, quoi, de tout ce qui était moderne, de tout ce qui faisait avancer la vie, des tendances, tout. C'est pour ça que c'est un métier extraordinaire, le marketing. Et donc chez Saatchi, en accord avec mes patrons, j'ai dit on va se prendre une cause par an et on va bosser gratos. Et on fait de full Monty, on fait tout. Et on va voir des maisons de prod et on leur dit écoutez, vous allez pas nous emmerder. Hein. Voilà ce qu'on vous file toute l'année, vous allez me faire un film gratos. Quoi. Et en fait, tu te rends compte que tu rentres en bombant le torse et que les mecs ils disent oui tout de suite et que t'avais même pas besoin de bomber le torse. Donc on a travaillé pour Innocence sans danger, on a travaillé pour le World Water Council parce qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. On a travaillé pour Petit Cœur de Beurre, on a travaillé pour Parole de Femmes, on a travaillé pour alors ça me tenait très à cœur parce que hélas un de mes tout meilleurs amis en est décédé. On a travaillé pour l'association française des scléroses en plaques. On a chez McCann, on a refait le logo de Petit Prince, de l'association Petit Prince. Donc on a énormément, dans ma carrière, j'ai énormément bossé pour des assos, gracieusement. Est-ce qu'il y a, tu parlais de Dan Carter tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens que tu aurais aimé rencontrer ou avec qui créer un lien, vivante ou morte Oui, mais là on est vraiment dans l'ordre du fantasme total, quoi. C'est-à-dire, j'ai même honte de ce que je vais te dire, mais parce que je vais te dire comme tout le monde. Non, en fait, les vrais, mais là, on n'a pas eu une seule réponse classique. Donc, ouais. Non, les vrais, comment dire, mon panthéon à moi, parce que je pense que c'est l'engagement ultime. C'est les héros de la résistance. Le reste, sincèrement, j'ai un respect, une admiration sans borne pour tout le monde, les immenses musiciens, les immenses artistes, les hommes politiques. Mais quand j'étais jeune, les révolutionnaires avaient une place à part dans mon cœur, parce que c'était une vision romantique dans la vie que j'avais. Donc c'est vrai que Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Rosa Luxembourg, jusqu'à ce que je me rende compte que je pense que j'aurais été en désaccord avec eux et que Rosa Luxembourg est une dingue qui a fait monter les spartakistes et la Commune de Berlin sur des gens qui étaient pas prêts. Elle les a envoyés au carnage. Les gens sont morts à cause d'elle. Trotsky a liquidé les marins de Kronstadt, c'était une horreur. Bon, donc très très vite, la connaissance a fait que l'aspect sacrificiel. La connaissance est un problème pour le romantisme, car plus tu connais les choses, plus c'est compliqué de t'adonner à corps perdu, quoi. Tu vois, si tu commences à connaître tous les bon. Par contre, les gens qui sont allés dans la résistance, c'est l'engagement ultime. Ils avaient 3 mois d'espérance de vie devant eux. Ils l'ont fait. Peut-on comprendre que les fameux lycéens de Buffon, les 5 qui ont été tués, étaient 6. Il y en avait un 6e qui avait 13 ans.
aucun des 5 n'a parlé. Et celui qui avait 13 ans est mort à 85 ans. Du silence des 5 autres, quoi. Des gens sont allés mourir tous les jours devant le plateau d'exécution en écrivant des lettres. Il y a un très beau compte sur Twitter qui tous les jours célèbre un de ces résistants. Et donc on voit les lettres de ces gens qui partent en disant papa, maman, ma sœur, mon frère, n'ayez pas peur, ne soyez pas triste, je meurs en ayant l'esprit libre car j'ai fait ce que je devais faire, veillez juste sur un tel machin. Mais la force de ces gens, quoi. La force de ces gens. Et quand j'entends autour de moi des gens qui se plaignent, des gens qui disent qu'on est en dictature, des gens qui pensent que la vie peut être dure, que le confinement était une prison, je peux pas les écouter, moi. Je peux pas les écouter. Sinon, je voulais te demander également, y a-t-il un mot ou une phrase qui a changé de ta façon de voir la vie ? T'es doué, mais t'es pas fort. Ça a changé ma vie en tout. Ça a changé ma vie en tout. J'étais un joyeux... On a le droit d'être impoli à ce micro ? Ouais. J'étais un joyeux branleur. Brillantissime, mais j'étais pas fort. Voilà. Et donc voilà, c'est ce jour-là, j'ai compris des trucs et c'est vrai que ça a changé ma vie, moi, parce que voilà, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Alors ensuite, bien évidemment, il y a des tonnes de phrases que des gens ont dit. Il y a des choses qui n'ont pas changé ma vie, mais que j'ai trouvé tellement sublimes, quoi. Tu les as fait tiennes. Non, c'est pas. Non, mais il y a des choses. Tu vois, le général de Gaulle, on lui annonce, il nomme un mec ministre et je citerai pas le nom. Et le type est nul dans les discours, quoi. Il est nul. Et il le nomme aux anciens combattants. Et Debré vient le voir et il lui dit. Monsieur le Président, aux anciens combattants, vous le nommez, mais il est nul. Et De Gaulle répond, et il ne sait pas parler. Et De Gaulle répond, pour les minutes de silence, ce sera parfait. Voilà, il y a des phrases comme ça, j'avais des tonnes. Mais François Mitterrand qui descend à Bordeaux et au Parti Socialiste, tout le monde se tutoyait. Et le premier secrétaire de la Fédération de Gironde vient le voir et lui dit... Oh, monsieur le premier secrétaire, chers camarades, comment faisons-nous ? Nous tutoyons-nous ou nous vous voyons-nous ? Et Mitterrand le regarde et lui dit comme vous voulez. Voilà, donc il y a plein de phrases comme ça. Ah si, un jour Pierre Monroy, on avait une grande discussion, c'était un bordel sur un truc et tout. Et Pierre, alors que j'adorais parce que Pierre était... je sais pas si vous voyez, mais Pierre avait une figure paternelle naturelle. Vous voyez la taille, le machin et tout. Et là aussi, en travaillant sur moi, je me suis demandé un jour si c'est ma femme justement qui m'a dit ça. Il n'y avait pas un transfert. Ouais, un transfert du père, et c'est évident qu'il y avait. Bon. Et Pierre un jour me dit, Philippe, on ne peut pas vivre dans la contradiction. Et il me dit, quand t'as un pépin, quand un truc bloque, demande-toi s'il y a une contradiction ou pas. Et il me dit, s'il y a une contradiction, ne force pas. On ne peut pas vivre dans la contradiction. Quand on pense à cette phrase, et qu'on visite certains moments de sa vie, je vous jure, cette phrase est vertigineuse. Parce que certaines fois, on se dit que ça va passer, qu'on va y arriver, que je sais pas quoi. Et depuis cette phrase que Pierre m'a donnée, j'avais 23 ans, je me dis, est-ce que je suis dans la contradiction ou pas? Et est-ce que ce que j'attends de cette personne... Et on ne peut pas vivre dans la contradiction et on ne peut rien attendre de la contradiction. Cette phrase, quand on y pense, elle est vertigineuse. Elle est vertigineuse. C'est intéressant votre question, parce qu'il y a des trucs qui reviennent du coup. On va finir là-dessus. Et ben voilà. Merci vraiment beaucoup d'avoir répondu à notre... Inspirant. Merci. Pas de rien. Merci à vous. On va remercier Brief de nous accompagner, Michael Winter pour le générique du podcast. Et Cécilia Depardieu pour les petits bracelets, les petits liens que nous remettons à chacun de nos invités. Voilà.
en souvenir de ce moment passé. Vous avez écouté Les Petits Liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.